Les jeux de verbal prennent place sur Info Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52 pour échanger autour des sujets qui font l'actualité, tant sur le plan national et qu'international. On aura donc l'opportunité ce soir encore de parler bien entendu de l'actualité, notamment de ces travaux d'assainissement annoncés bien sûr par la Mindu Kitia Cortez dans tout l'étendue du territoire national, notamment dans la ville de Yaoundé. Les routes doivent donc être assainies pour une meilleure circulation des citoyens et surtout le bien-être des populations. Que peut-on attendre de cet assainissement? Est-ce que c'est un autre projet voué à l'échec ou est-ce qu'on peut se dire que c'est la bonne, Yaoundé la belle va revenir et sortir de ces tas d'immondices décriés par les uns et les autres. On parlera également d'investissement public. Les derniers chiffres nous informent que ça va trop lentement, l'utilisation de cet investissement dans le budget du Cameroun. On le rappelle que le dernier budget a mis l'investissement au cœur même de ses priorités et pourtant jusqu'ici on n'en est qu'à 40% d'utilisation du taux d'investissement prévu pour l'année 2025. Pourquoi ça va si lentement? Qu'est-ce qui empêche qu'on puisse utiliser cet argent pour faire des investissements au Cameroun? On va essayer de fond en comble de revenir sur cette actualité avec notre panel trié sur le volet comme à l'habituel. Le code d'accès reste le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'opportunité de contribuer. Sur ce, on va prendre une transition, juste le temps d'une respiration. On dit bonsoir à ceux de nos panélistes qui répondent déjà présents. Le code d'accès reste et demeure le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez vous connecter à nous, alors n'hésitez surtout pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Je le rappelle également, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste d'actualité pour les amoureux des tabloïds. Vous pouvez également contribuer à travers votre téléphone, peu importe votre position géographique en ce moment. Vous pouvez vous connecter à Info Télévision. Il pleut des cordes sur la ville de Yaoundé et bien entendu, on peut le comprendre, même si je ne suis jamais d'accord avec des raisons avancées pour justifier des retards. On peut comprendre le marathon que livrent en ce moment certains de mes panélistes pour rejoindre le plateau d'Info Télévision. Il faut reconnaître que Yaoundé est la seule ville où j'ai trouvé que lorsqu'il pleut, toutes les activités s'arrêtent. Pourquoi? Va trop savoir. Peut-être on aura l'occasion de mettre ce sujet en débat. Mais moi, j'ai appris qu'on n'est pas du sel, encore moins du sucre. Et que peu importe le climat qu'il fait, du moment où on sait que le climat fait partie intégrante de notre quotidien. D'ailleurs, le climat, c'est le deuxième point important du budget 2025 au Cameroun. On sait qu'il pleut, on sait qu'il fait du soleil, on sait. Donc, du coup, on se prépare à fonctionner avec le climat. Le climat ne peut pas justifier l'absence d'une émission. La preuve, je suis sur ce plateau. Ici, je peux y être. Patrick Angoulou peut également. Bonsoir, Monsieur le maire, merci d'avoir bravé les intempéries pour être avec nous. On le rappelle pour les téléspectateurs qui vous découvrent ce soir. Vous êtes conseiller municipal à la commune de Mingan. Vous êtes l'une des voix du RDPC. C'est un plaisir de vous accueillir encore sur ce plateau. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, plaisir partagé. Vous parliez de pluie. J'ai un ami qui avait l'habitude de dire que la pluie n'arrête pas la marche d'un soldat. Ouais. Alors c'est pour ça, c'est pour cette raison que nous sommes bel et bien sur votre plateau. Je profite pour dire bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bien évidemment aux populations de Mingan qui sont mes électeurs privilégiés. Donc chaque fois que je passe sur un plateau, vous savez que les échéances, c'est plus ou moins pour bientôt. Ouais. Il faut faire une fleur et un coucou. Comme quelqu'un le dit. Voilà, et il y a un langage qui est courant, on dit 2025 ou avant. Ouais. Donc, tout est possible. 2025 ou avant, nous sommes ensemble et le RDPC tient le flambeau. Merci d'être là, Richard Tobolba, et à lui également bravé les intempéries. Il est avec nous sur ce plateau, un homme politique. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci Madame Rosalie pour votre invitation. Et comme d'habitude, c'est avec beaucoup de plaisir que je reprends présent. Et évidemment, je commence par saluer vos très nombreux téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai rencontré un de vos followers. Il m'a dit que
souvent quand il est 17h et qu'il faut suivre le grand soir, il mobilise ses amis et il voit cela comme un match de Champions League. Ça m'a beaucoup encouragé. Et je les salue et je les témoins et les adresse toute mon amitié, ma sympathie. Je les salue avec beaucoup de respect et de courtoisie. Ils sont de quel côté? Et ici à Yaoundé, un peu partout. Bon, enfin, c'est avec qui j'ai pu échanger, c'est ceux-là que j'ai rencontrés ici à Yaoundé. Ah d'accord. Ils m'ont dans le regard de grand soir, comme un match de Champions League. J'ai été touché. J'ai dit vraiment, vous abattez. Ça montre tout l'intérêt que les Camerounais portent de plus en plus à cette émission et ça ne peut que nous encourager. Et cela étant, je voudrais rappeler à ceux-là qui nous suivent que les guerriers vont de l'avant et ils forgent un nouveau monde. Je dis cela pour rendre hommage à certains de nos compatriotes, en l'occurrence à ceux-là qui sont muselés, ces acteurs politiques qui sont aujourd'hui soit derrière les barreaux, ou soit envoyés de manière précipitée à la tombe. Ce sont les combattants de la liberté, les soldats de la patrie. Je les adresse tous mes encouragements. Et je les assure que nous sommes debout pour le changement, ces changements dont ils rêvent, ce changement dont ils ont risqué leur vie et mis leur vie en danger. Et je peux les rassurer que cette fois-ci, ça va marcher. Et j'ai envie de rappeler que ces compatriotes qui sont aujourd'hui entre les mains de ceux-là qui se sont transformés en de bourreaux pour nos compatriotes, j'ai envie de les rappeler que depuis la nuit des temps, la trahison a été la cause principale de nos malheurs. En l'occurrence, la trahison... Bon, vous savez que je vous disais bonsoir. Hein? Oui, bien sûr, des dirigeants qui ont trahi leur peuple. Quand je considère par exemple que Thomas Sankara, qui n'a que fait 4 ans au pouvoir, est célébré, quand je vois que Mandela, qui n'a que fait 4 ans au pouvoir, ont été célébrés, je comprends que j'ai des personnes qui ont plutôt sacrifié leur vie pour les populations, pour les compatriotes. Et que de l'autre côté, nous avons... Comme quoi, c'est pas la durée au pouvoir qui importe, mais la qualité du travail qu'on a toutes sortes de mal. Donc, j'ai dit vraiment, nous avons besoin de nous réinventer et nous avons besoin de fonder un socle idéologique nouveau, de redéfinir un autre esprit, une autre compréhension de la politique. Qu'on est au pouvoir, ce n'est pas pour museler ses frères, ce n'est pas pour s'accaparer du pouvoir des richesses de la population, c'est pour bâtir, c'est pour construire, c'est pour faire du bien à sa patrie. Donc, je rends hommage de cette façon à toutes ces personnes qui luttent et qui se battent pour le changement, qui mettent leur vie en danger. D'accord. Je les salue et je salue mon copanéliste et qui est déjà là. Monsieur le maire. En 2025, ces changements temps arrivés aura lieu. D'accord. C'est tout le bien qu'on vous souhaite, hein, que le changement que vous souhaitez puisse se produire. Nous, sur ce plateau, on se donne le leitmotiv de contribuer à notre manière à l'édifice Cameroun en mettant sur la table des discussions les sujets qu'il mérite. Et bien entendu, la question d'investissement public au Cameroun nous intéresse au plus haut point. On le sait, en lançant le budget 2025, il a été question de mettre au cœur des priorités les projets de grands investissements publics et surtout le climat qui étaient les deux grands axes, si j'ai souvenance de ce qu'avait prévu le gouvernement camerounais. Aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours de l'année puisqu'on a radicalement terminé le mois de juillet. Donc, on a achevé 6 mois de mise en pratique de ce budget 2025 et on constate on peine à atteindre même les 40% d'investissement, monsieur le maire. Est-ce qu'on peut le comprendre? On peine, ça veut dire qu'on n'a même pas encore investi 40% d'un argent qui est censé être là pour être investi dans un pays où on s'est dit qu'il faille matérialiser certaines choses pour améliorer le quotidien des Camerounais. On fait comment pour se dire on a de l'argent, mais on ne fait rien avec? Ça reste dans les caisses et on se regarde, rien ne bouge. Pourquoi? Non, en fait, Rosalie,
on n'a pas l'argent dans les caisses et on ne fait rien. Ce qui se passe, le retard est expliqué en fait par la multiplicité des acteurs dans la dépense publique. Parce que le budget d'investissement public est dépensé par plusieurs acteurs. Il y a les ministres, il y a les directeurs généraux, il y a les collectivités territoriales, les régions et tout le monde. Alors, et vous savez, l'État camerounais, pour arriver au point de la dépense, il y a des procédures de passation des marchés, des procédures d'attribution de ces marchés, la mise en chantier par les ingénieurs de marché. Toutes ces procédures ont des délais. Vous voyez un peu. Ça fait que le lancement du budget parfois prend un mois. C'est-à-dire que l'année commence, à l'Assemblée, on a validé les budgets et tout. Maintenant, le ministère des Finances et un certain nombre d'acteurs prennent du temps pour lancer le budget, pour le rendre effectif. C'est-à-dire qu'il est sur les papiers. Maintenant, on le rend exécutoire. C'est-à-dire que toi, le maître d'ouvrage, tu peux déjà passer un marché. Ça prend souvent dans les 1 mois, 2 mois. C'est-à-dire que si on parle de janvier, on est déjà au mois de février, parfois au mois de mars. Quand les maîtres d'ouvrage commencent à passer les marchés, pour passer un marché, c'est 21 jours que vous devez observer. Après publication de l'appel d'offres, vous observez 21 jours. Après les 21 jours, le maître d'ouvrage a la proposition d'attribution de sa commission. Entre-temps, lui-même a plus ou moins 15 jours pour matérialiser maintenant la passation. Après cela, il y a les mises en chantier. Et vous savez, l'autre chose qui embête au Cameroun, c'est que tous les prestataires, les entrepreneurs ne sont pas tous des professionnels. Très souvent, ces gens viennent vers les maîtres d'ouvrage. Ils n'ont pas de capacité financière, ils n'ont pas d'argent. D'accord. Je constate quand même, hein, je vais aller sur le processus parce que je me suis appuyé sur la stratégie nationale de développement, la SN30, si je me trompe. Voilà, on est à radicalement 4 ans. Et c'est le même processus depuis 4 ans. C'est-à-dire, si on peut prendre les budgets qui se sont succédés depuis 4 ans, on a le même problème, on n'arrive pas à franchir le seuil qu'il faut. C'est pour ça que je demande, qu'est-ce qui bloque? Parce que si là, on va me justifier que les marchés sont en cours même d'être passés 6 mois après, cette lenteur justement qui est décriée d'ailleurs par les uns et les autres, en dehors des 21 jours qui nécessitent une attente, le reste, je ne sais pas ce qui bloque, pour que les gens se mettent à pied d'œuvre. Vous dites que pour lancer un budget, on prend 1 mois. Pour le lancer un budget dans un pays, on prend 1 mois entier. Pour dire que voici le budget, c'est validé, qu'on a validé. Seulement pour dire aux gens que travailler, on prend 1 mois pour le faire. Et puis on va prendre 6 mois en plus pour marcher dans le pays. Et c'est même au bout de 4 ans, on n'arrive pas, ne serait-ce qu'avec cette stratégie, à franchir le cap de 40% des réalisations. Ça veut dire que même comme on est parti là, d'ici la fin d'année, on n'aura pas utilisé en termes d'investissement même 15%. Les 2 gros problèmes, comme je vous ai dit, il y a les procédures et il y a le manque de professionnalisme de certains entrepreneurs qui viennent prendre la commande publique. Vous savez, le maître d'ouvrage, les contrôles que les commissions de marché passent des marchés sur pièce. Les contrôles sont faits sur pièce. C'est-à-dire, vous apportez une pièce qui certifie que vous avez la capacité financière, vous apportez une pièce pour dire que vous avez à travailler ailleurs. La commission n'a pas un moyen concret de vérifier tout ce que vous apportez sur pièce. Et vous savez comment on signe les pièces au Cameroun. Et très souvent, c'est des gens qui partent emprunter de l'argent qui dans les associations et tout pour gagner un marché. Dès qu'il l'a gagné, pour l'implémenter, ça devient un problème. Et les maîtres d'ouvrage sont butés à ce phénomène. Parfois, le même marché peut être résilié 2-3 fois. Et c'est tout ça qui retarde le taux de réalisation. Parce que tant qu'un marché n'est pas effectivement fait, on ne peut pas le classer
dans le taux de réalisation, parce qu'en fait, pour qu'on dise que le taux de réalisation est peut-être de 50%, ça veut dire que le projet soit achevé, voilà, que les projets soient achevés, livrés, tout au moins la réception provisoire. C'est parce que on ne réceptionne pas un marché de manière définitive avant 1 an. C'est-à-dire, on reçoit l'ouvrage, on fonctionne, et puis on voit s'il y a des failles, parce qu'il y a une garantie que l'État retient. En cas de faille, on puise dans cet argent pour ajuster. Donc, vous voyez que quand l'entrepreneur qui a gagné le marché n'est pas capable, si l'entrepreneur a de l'argent, une salle de classe, en réalité, c'est une histoire de 2-3 mois. On l'a achevé. Et dans les commissions de marché, il est prescrit que les marchés doivent être passés de la période de janvier à avril. Justement. C'est-à-dire que on ne devrait plus avoir des marchés qui sont dans les commissions et tout. Mais les procédures pratiques sur le terrain ne peuvent pas se faire. J'ai l'impression, et je pense que c'est ça la réalité, on devrait réviser un certain nombre de procédures parce qu'il y a aussi beaucoup de lourdeur, parce qu'il y a aussi plusieurs acteurs qui interviennent pour un seul marché. Vous allez suggérer qu'est-ce qu'on peut améliorer pour qu'on aille plus vite, parce qu'on a l'impression, Richard Tobolba, que pour un pays qui se veut émergent, c'est l'expression qui est utilisée, qui a envie de sortir du trou et qui a envie de s'imposer, de s'industrialiser, pour utiliser certains mots qui sont pris très souvent, on va trop lentement. On a l'impression de se hâter lentement, comme le professeur Edmond Bulot a l'habitude de le dire. On se hâte lentement et à un moment donné, on ressent, parce que là, je parlais de la SND 30, a annoncé en grande pompe, chaque année, budget après budget. 4 ans après, on n'a même pas franchi le seuil de 40%. Nous sommes en juillet pour ce qui est du budget de cette année. Rien ne semble bouger. On annonce, on risque de finir encore cette année sans rien réaliser de concret. Alors je crois que le porte-parole du RDPC est en train de faire là l'étalage, n'est-ce pas, de l'incompétence de son parti. Bon, peut-être monsieur Pompe de l'incompétence, parce que vous avez relevé le fait qu'on fait un mauvais casting des personnes qui ont la charge de gagner ces marchés. On se rend compte à mi-parcours que c'est des gens qui en réalité n'ont pas des moyens, ils n'ont pas l'expertise qu'il faut. C'est de l'incompétence. Pour moi, c'est de l'amateurisme. Ça, et vous le constatez vous-même, pour moi, c'est une bonne chose. Et je veux que les Camerounais comprennent qu'en réalité, on n'ira plus nulle part avec ce parti. Pour moi, pas. Je pense que le problème, en réalité, est beaucoup plus profond. Et ceux qui veulent comprendre de manière profonde les causes, les raisons pour lesquelles ces marchés publics, ces investissements publics échouent, je le conseille de lire un ouvrage. Ce n'est pas mon ouvrage, un ouvrage édité par Charles Até Bayeni, intitulé Le paradoxe du pays organisateur. Et dans cet ouvrage, nous voyons un ancien gouverneur de la région du Sud. Je peux appeler son nom parce que c'est dans cet ouvrage. Un certain Abraham Eno Egbe. Il était gouverneur de cette région et il me fait comprendre que il a évoqué en réalité d'abord le fait que ce sont les élites, c'est l'élite, n'est-ce pas, de ces régions qui faisaient obstacle à la réalisation, à l'évolution de ce projet. D'abord, pourquoi? Parce que il y a une espèce de conflit interne, un conflit d'ego où chacun veut se présenter comme le seul corps dans la basse-cour, comme le seul intermédiaire entre le président et la première dame et autres. Donc ça crée un conflit fort. Et donc il faut feu de tout bois pour bloquer tout projet qui ne les intègre pas de manière profonde, un projet qui semble ne pas venir d'eux. Donc c'est une réalité et ce gouvernement a exprimé toute sa déception de voir que ce sont les fils du terroir qui sont en réalité la cause de l'échec de projets dans les partis. Donc vous avez l'impression que les gens se tirent dans les jambes parce que tant qu'il n'est pas celui qui doit mener la très concrète. Je prends un exemple.
Il a vous cité tout à l'heure l'incompétence des entreprises qui viennent solliciter ces marchés. Parce qu'effectivement, il a évoqué le fait que ces dirigeants, cette élite-là, créent des entreprises fictives pour gagner ce marché. Des entreprises qui n'ont aucune compétence, aucune expertise. Mais en réalité, elles ne sont créées que pour saboter des projets qui étaient censés être réalisés dans leur région. Ça, c'est la première des choses. Et il a relevé lui-même. Donc, il n'y a pas d'incompétence en la matière. Ils ne sont pas bêtes. Ils ont les moyens techniques pour savoir que ces personnes-là n'ont pas les ressources nécessaires pour effectuer ces chantiers. Donc, il faut les relever. Donc, c'est sciemment fait. Et il faut relever. Deuxième élément, la deuxième chose que cette élite fait, c'est que comme dans la procédure de l'exécution de ce marché public-là, lorsqu'une entreprise gagne le marché, qu'il réalise jusqu'à un certain niveau, il exige le paiement d'un certain pourcentage de ce qui devait leur revenir. Il exige ce paiement de l'État. Et donc, cette élite-là, avec les longs bras, arrive à bloquer les paiements, ce paiement qui devait être versé aux entreprises pour qu'ils puissent poursuivre et parachever ce travail. Donc, il le bloque. Donc, et tant que l'entreprise n'a pas son doute, il ne le fera pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit tout ce blocage-là. Donc, ça, c'est le dernier élément. Le dernier élément que je considère comme la cause de l'échec de ces investissements, c'est que c'est ce qu'on appelle le silence de M. Biya. Paul Biya, celui qui était supposé être le superviseur de tous les chantiers, n'est-ce pas? Il est silencieux. Donc, et les ministres, et les directeurs, et tous ces chefs qu'il a évoqués là tout à l'heure, savent que quoi qu'il fasse, le président ne dira rien. Il ne fera rien du tout. Il ne surveille pas. Un jour, j'ai suivi avec beaucoup de déception, dans une chaîne étrangère, des journalistes qui voulaient présenter un président qui peut faire plus de 4 ans sans tenir un conseil des ministres. Donc, il ne fait pas ce travail, enfin, il a ce travail de supervision. Parce qu'en fait, c'est la présence du chef qui met un peu de la pression à tout le monde, qui fait un peu bouger les lignes. Mais tant que les gens savent, mais lorsque les gens savent que le président ne fera rien, qu'il ne dira rien, qu'il ne voit pas, qu'il ne surveille pas, alors ils font ce qu'ils veulent, ils saccagent ce qu'ils veulent saccager, ils volent ce qu'ils veulent voler. Donc pour moi, monsieur le président, monsieur Biya, au soir de sa carrière politique, a quelque peu trahi ce qui était au départ son slogan politique quand il a trop au pouvoir. Il disait, on parlait de rigueur et moralisation. Donc aujourd'hui, je vois qu'à la fin, au soir de sa carrière politique, il n'a fait ni l'un ni l'autre. On le voit passer de rigueur. On est à mi-janvier, mais rien n'a avancé. À mi-juillet, voilà. Fin juillet. Non, fin juillet, je m'excuse. On est à fin juillet, rien n'avance. Est-ce que c'est ça la rigueur? Pour moi, non. Moralisation, on ne veut pas. Peut-être ça fait notre débat. Donc je pense que, de manière globale, ou pour me résumer, le régime en place a échoué sur 2 points. Conflit entre l'élite, ceux-là qui se présentent comme les promoteurs de l'élite, et le silence de M. Biya, que certains vantent comme un mérite, comme de la stratégie, et que non, pour moi, c'est qu'on attend d'un chef. C'est sa capacité à mettre de l'ordre, sa capacité à surveiller, à mettre la pression à ceux qui sont chargés d'exécuter le travail. Donc je pense que c'est ces réformes que nous autres nous proposons, et c'est ce que nous dénonçons. Et nous pensons que les Camerounais ont besoin des régimes plus compétents, plus sérieux, plus cohérents, capables de travailler de manière plus efficace. Donc c'est ce que je veux dire. Bonsoir Léonide Fou. Merci. Vous nous trouvez, alors que nous échangeons justement sur cette question d'investissement public, à votre avis, qu'est-ce qui justifie qu'à l'heure actuelle, rien ne bouge et qu'on ait l'impression qu'on risque de pas beaucoup bouger encore cette année, comme les années antérieures, comme je le disais lorsque vous entriez dans ce studio, on a lancé un projet des SND 30 où on est censé être émergent en termes d'investissement en 2030, mais on a l'impression que 2025 c'est demain, mais rien ne semble bouger. On n'a même pas
pas encore franchi, s'il faut s'étaler sur le projet SND 30, on n'a pas franchi les 40% d'investissement. Si on prend rien que le cas de cette année, rien pour l'instant n'a bougé. Pourtant, on a mi-parcours, on en est radicalement à la fin du 6e mois. Alors nous, on veut comprendre pourquoi ça traîne autant. Pourquoi ça traîne? Pour dire la vérité, ça ne fait pas que traîner. Le système, en réalité, est grippé, il est enroué. Alors, je vais reschématiser. Je le dis souvent ici. Il y a deux grands modèles dans la gestion de l'État et des affaires publiques et qui sont classiques. Le modèle dit collectiviste, qui est celui pratiquement que nous avons adopté à l'aube de l'accession de nos pays à l'indépendance. Et que veut ce modèle? Il veut que l'État soit au centre de tout. C'est l'État qui, en fait, concentre tous les biens entre ses mains et c'est lui qui est chargé de la redistribution. C'est presque comme ça que nous fonctionnons chez nous. C'est-à-dire, on attend tout de Yaoundé. Tant que, en l'espèce, regardez bien comment dire ça, la texture de notre budget. Le budget d'investissement public qui est presque le tiers du budget global, c'est-à-dire les 30%. Encore que ça ne peut rien faire dans un pays. Nous sommes à 6 700 milliards de budget à peu près pour l'année qui s'achève. Et le budget d'investissement public, c'est à peu près 1700 millions, à peu près. Milliards. Vous voyez que ça ne représente rien. Essayez un peu d'étaler ça sur... Donc pour vous déjà le partage n'est pas normal entre le fonctionnement et l'investissement? Non, ça montre plutôt un problème. C'est-à-dire l'incapacité de l'État à mobiliser suffisamment de ressources pour pouvoir investir. D'ailleurs, si vous allez regarder dans le régalien, c'est-à-dire la capacité pour l'État à assurer par exemple des missions telles que l'éducation, telles que la santé, vous allez vous rendre compte que la présence de l'État est essentiellement lacunaire dans ces domaines-là et que les véritables derniers projets de l'État dans la construction des établissements scolaires, pour ne prendre que le secondaire, parce que si vous prenez même l'université au Cameroun, c'est de gros lycées, c'est des anciens lycées, n'est-ce pas, ou des anciens SAR-SM, pour prendre le cas de Yaoundé 2, qu'on a transformé en université sans réel plan, sans réel projet d'investissement et de création de structures. Donc je disais que si vous allez dans le secondaire, les derniers lycées classiques qui ont été construits avec un plan digne de ce nom, et je crois que c'était la coopération coréenne, si je ne m'abuse, qui les avait fait, les lycées classiques, n'est-ce pas, ils doivent dater de 1983. Pour le reste là, c'est les APE qui font les parents d'élèves qui se mettent ensemble. Qui font ils construisent une salle de classe qui ne ressemble d'ailleurs à rien, ainsi de suite. Et même les cartons pour réaliser ces salles de classe là ne ressemblent à rien. Vous allez aussi voir la même chose au niveau de la capacité pour l'État à payer ses personnels. Ça aussi, c'est un véritable problème. Donc, globalement, j'ai envie de dire que l'État a de la peine à mobiliser suffisamment de ressources pour pouvoir investir dans le régalien, c'est-à-dire les infrastructures publiques et les missions telles que l'éducation, la santé et bien d'autres domaines qui peuvent faciliter, n'est-ce pas, l'existence au quotidien des Camerounais. Justement parce que nous sommes dans un modèle dit collectiviste. Il faut libéraliser l'économie. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Et lorsqu'on a libéralisé l'économie, je vais vous donner 3 niveaux de mobilisation des ressources et dont l'État du Cameroun, lui, s'aliène parce qu'il est incapable de réformer la société pour qu'on aille à ces niveaux. Le premier niveau... Pour rester avec vous, je vous rappelle quand même que notre investissement public a subi une baisse de 14,7%. Et alors que c'est le privé qui a bondi de 15,4% en ce moment. Donc c'est pour dire que si eux également n'étaient pas en train de se battre, on serait nulle part. Donc quand vous dites de libéraliser, je ne sais pas ce que vous mettez dans libéraliser. Parce que libéraliser, peut-être c'est fait,
Mais eux, ils ont commencé à dormir sur leur laurier. Déjà qu'ils dormaient avant, là, ils ronflent radicalement. Libéraliser veut dire que l'État se met en capacité de financer l'économie. Donc, mais c'est vous qui dites que l'État n'a pas les moyens de le faire. Non. Comment financer quelle économie? Oui, l'État... Mais justement, je vous donne ce qu'on doit pouvoir faire. Je vous donne le modus operandi pour le faire. D'accord. Le Cameroun est dans un système libéral. Et donc, vous avez plusieurs niveaux de... D'ailleurs, l'État même se sert souvent de ces financements. Lorsqu'il va, par exemple, sur les marchés, n'est-ce pas, financiers, lever des fonds. L'État le fait. Donc, je suis en train de dire que... Oui. Donc, je suis en train de dire que si nous décentralisons et nous comprenons les mécanismes de financement de l'économie moderne, ça se fait en réalité comment? L'État donne aux individus, aux citoyens, la capacité de créer des grands groupes et qui ont l'expertise nécessaire pour pouvoir faire ça. Bon, donc, ça c'est pour pallier au problème que M. Ngoulou soulevait tout à l'heure, que on donne des marchés publics aux gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir le faire. Ailleurs, comme je le disais, lors de la crise des subprimes, quand General Motors était en train de vouloir tomber, le gouvernement américain a dit, mais quand je regarde les emplois que cette industrie a, donc la capacité de porter l'économie américaine, ils ont certes des problèmes liés à la crise, mais je ne peux pas laisser qu'un tel groupe tombe. Ils ont renfloué, ils ont mis de l'argent. Donc, c'est ça. Il faut d'abord aider l'économie à se structurer. Et vous dites que l'État n'a pas les moyens. Non, il a les moyens. Ah non, j'ai cru comprendre que c'est ce que vous étiez en train de dire. Hein? Je n'ai pas dit. Non, j'ai dit la mobilisation des fonds est un problème chez nous parce que l'État est centralisé. Or, je vais vous donner 3 niveaux où nous pouvons substantiellement mobiliser les fonds. Donc, si nous créons ce type d'entreprise et nous allons les coter sur des marchés financiers, ils sont capables eux aussi de se financer par ces mécanismes-là. Premier mode de financement. Deuxième mode de financement. Pour cela, il faudrait être capable d'avoir des industries de cette dimension. Des grandes entreprises. Oui, des industries. De cette dimension. Et c'est l'État stratège qui le fait, comme ça se fait dans tous les autres pays. Est-ce qu'à ce moment, au Cameroun, on peut avoir des industries de cette dimension? Il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut en avoir à l'heure actuelle? Mais il faut simplement que l'État prenne ce chemin. D'accord. Il faut que l'État prenne ce chemin. Deuxième grand chemin. Quand on a fait ce que vous appelez la décentralisation, il faut pouvoir, n'est-ce pas, décentraliser les compétences au point de permettre à ces collectivités territoriales décentralisées d'aller aussi sur les marchés financiers. Troisième niveau de mobilisation, c'est l'État central lui-même qui est capable de mobiliser. Alors, le dernier niveau et qui est difficile, c'est que au niveau du budget, en principe, dans le financement, l'économie, on a 2 leviers, soit le budget, soit la capacité monétaire, c'est-à-dire à faire tourner la planche à billets. Mais nous, les gens vont vous dire qu'on n'a pas cette capacité, c'est vrai, mais notre économie n'est pas suffisamment surveillée au point où, même si nous avons une monnaie, il est difficile de faire tourner la planche à billets de manière à financer l'économie. Donc j'ai envie de chuter, si vous me permettez, en disant que c'est les privés, lorsque le secteur privé est bien organisé, avec des mécanismes de financement par les impôts, par la capacité à se financer sur les marchés financiers, que ce soit ici ou bien à l'extérieur, et même de s'allier à certains groupes à l'extérieur pour faire venir de l'argent dans le pays. Donc, il ne faut pas que l'État se bloque en pensant que la question, je veux dire l'État central, qu'il n'y a que lui qui peut lever des fonds. Non. D'accord. C'est vrai que vous allez soulever le problème des dessous de table. On va sûrement en venir, parce que pour que quelqu'un puisse avoir la capacité de lever les fonds au Cameroun, ça pose un autre problème. Qu'est-ce que je gagne avant de signer les papiers? Non, moi je dis même à l'extérieur, hein. À l'extérieur. Tu vas partir si tu n'as pas la caution de l'État à l'extérieur, qui va te donner de l'argent? Les fonds de contrepartie. Donc, qui va te donner de l'argent? Non, mais l'État doit le faire. L'État doit donner la caution. Mais c'est là dans le nœud du problème. Sûrement, on va en parler. C'est là le nœud du problème. Si on ne te donne pas la caution. Je ne suis pas sûr qu'on manque d'investisseurs au Cameroun capables de lever des fonds. Hein. Même la diaspora camerounaise a beaucoup de... Pourquoi ça ne se fait pas? Là, également le débat. Bonsoir, Fabien Assigana.
Bienvenue. Je n'écoute plus les excuses aujourd'hui. J'ai déjà dit avant votre arrivée que vous n'êtes ni des sucres ni des sels et que la pluie ni le soleil n'est pas une raison d'absence ou de retard. Donc je ne vais pas réouvrir le débat. Si j'ai accepté que vous asseyez, c'est que j'ai accepté. On va donc poursuivre. Voilà, vous me connaissez très bien. J'aurais dit depuis là-bas que ma carrière... voilà. Alors vous nous trouvez, alors qu'on est en train de parler justement de cet investissement public, vous souteniez d'ailleurs le propos de Léonie Nfoum tout à l'heure en off, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème au Cameroun, on n'avance pas, on ne concrétise pas ce qu'on annonce. On a des projets, il développait tout à l'heure Richard Tobolba et qui restent embryonnaires sur le temps. On a des premières pierres qui se posent et qui n'aboutissent pas à l'inauguration qu'on attend. Comme il le disait monsieur le maire, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche? Pourtant, on se projetait sur une croissance de 8% ici 2030. À cette allure-là, on va y arriver, vous pensez? Moi, je crois que le vrai problème, c'est que l'État, le régime actuel, veut le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent tout commander et ils n'ont pas les moyens de commander. Vous comprenez? C'est ça, pour résumer. Encore plus profond. Moi, je suis du SDF. Nous, on est un parti social-démocrate. Ça veut dire que, contrairement à ce que vous pensez, moi, je ne suis pas pour une libéralisation sauvage. Parce que nous sommes des jeunes pays et il faut qu'on soit accompagnés. Mais ce qui est important, c'est que l'État lui-même, c'est pour ça que j'ai dit vers le beurre et l'argent du beurre, l'État a décidé que tout ne doit plus venir rien que de Yaoundé. On a dit qu'on décentralise. Nous, on parle de fédéralisme. Et on ne parle pas fédéralisme. Avant, c'était un peu comme ça dans mon parti. Mais maintenant, on ne parle plus de fédéralisme anglophone, francophone. On parle d'un fédéralisme, une espèce de décentralisation que nous, on appelle fédéralisme. Ça veut dire qu'il faut décentraliser. Les choses doivent venir d'en bas. Parce que, imaginez-vous, un ministre des Travaux publics, au sein du parti, ici, vous le savez déjà, ministre des Travaux publics et du Transport du Shadow Cabinet. J'essaie de travailler avec le ministère des Travaux publics, mais ils n'ont pas un tableau de bord. Oh, il y a la route à Konolinga-Machin, il y a la route à Koussiri-Machin, il y a la route... À la fin, on se perd complètement. Le propre de beaucoup d'entreprises au Cameroun, il n'y a pas de feuille de route. Vous comprenez? Oui. Parce que, normalement, quand vous décentralisez, l'État central peut s'occuper des routes nationales et tout ça, la construction des autoroutes et tout, mais ils n'ont pas à faire la route d'Engelmendouka. Ça leur sert à quoi? Le ministre, il va être au courant, tout le temps, il a voyagé au nord, il a voyagé au sud, il a voyagé, il fait quoi? Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai entendu parler de compétences. Le problème n'est pas une question de compétences. Il y a des gens qui ont la compétence, mais premièrement, l'État doit compter sur la petite et moyenne entreprise et lui donner les moyens. Deuxièmement, il faut que l'État numérise, c'est-à-dire que dans la numérisation, il n'est plus question que aujourd'hui au Cameroun, pour te faire payer, pourquoi il y a les bakchis? Parce que pour te faire payer, le gars dit que bon voilà, il sort le sac, il dit voilà, si tu es d'accord, tu prends ta part, je prends ma part. Mais quand c'est numérisé, c'est envoyé directement de banque à banque. Comment est-ce que la banque ne fait pas les bakchis? Pardon? Mais quand... Vous savez que les Camerounais, quand il y a eu l'argent, c'est déjà compliqué pour qu'ils vous le remettent. Vous comprenez? Parce que les gars vous bloquent, ils vous disent on ne paye pas. Si vous ne nous donnez pas notre part, on se casse. Vous comprenez? Donc il y a cette affaire de bakchis là. Et la troisième chose, c'est que le système financier, moi j'ai entendu, mon frère il parlait des grosses structures mais combien de grosses structures peuvent aller, je ne sais pas où, dans le marché financier pour aller prendre l'argent. Mais il faut créer un système de financement des petites et moyennes entreprises. Je vous prends un exemple. On a une banque de PME au Cameroun. Cette banque-là n'a même pas à peine 1 milliard. Ils vont financer quoi avec 1 milliard dans toute une année? Les vendeuses de bébés. Et moi, je connais certaines, j'ai pas envie de les citer, qui sont dans la banque. Et ils font des réunions avec la SNH, avec la CNPS, avec toutes ces structures d'État qui font beaucoup d'argent. Et dit, venez déposer, ouvrir des comptes. Comme ça, nous aussi, on profite pour vendre cet argent-là. Mais jamais. Vous verrez, les SNH n'ira jamais à la PME parce qu'ils sont capables de mettre 50 milliards à la banque des PME. Et cet argent-là peut servir maintenant à appuyer la petite et moyenne entreprise. Donc, il y a donc, pour résumer, parce que je n'ai pas envie d'aller très long, pour résumer,
Moi, je suis pour la social-démocratie. Ça veut dire que c'est le peuple qui choisit, ça doit partir de la base. Il n'est pas normal que l'État, c'est lui qui prend et qui se met à distribuer dans toute l'étendue du territoire. Ça doit partir d'en bas. Imaginez, quand on dit qu'on va faire telle ou telle route, est-ce qu'on n'a jamais consulté la région? Quel est votre problème? Quand ils font leur budget au ministère, est-ce qu'ils ont consulté la commune? Quelles sont les routes, quels sont vos besoins? Ils n'ont jamais consulté. Maintenant, moi j'ai une question. Oui. S'ils ne consultent même pas, c'est ça qui les empêche de réaliser. Ça veut dire qu'ils sont dans mon cas où ils ne consultent même pas. Quand vous ne consultez pas. C'est ça qui les empêche de faire quelque chose. Quand vous ne consultez pas, vous n'êtes au courant de rien. Et non seulement que vous n'êtes au courant de rien, mais vous choisissez des projets, soit qui ne sont pas urgents, alors qu'il y a d'autres qui sont urgents. Vous comprenez? Donc, ça doit partir de la personne qui a le besoin. C'est-à-dire la commune. C'est elle qui a le besoin. C'est elle qui a une piste cacaoyère qui est très importante. Et donc vous avez l'impression que le gouvernement fonctionne sans véritable feuille de route, sans véritable traçabilité. Aucune feuille de route, je le dis et je le redis, il n'y a absolument aucune feuille de route. Deuxièmement, il n'y a pas de financement pour la petite, parce que dans tous les pays, même l'un des pays comme les États-Unis, j'ai vécu 15 ans là-bas, aux États-Unis, c'est la PME. Tous ces par exemple, vous voyez une société comme Boeing, quand ils vous sortent des modèles modernes et tout ça, là, ce sont des petites PME qui sont financées, qui ont des petits ingénieurs, qui fabriquent et qui revendent donc ça à Boeing et machin. Boeing ne fabrique pas tout ça là. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. L'État s'occupe trop de tout. Il faut laisser le peuple. C'est-à-dire, il faut laisser la base, que ça parte de la base. La base dit le besoin. Et l'État maintenant, vous comprenez? Et non, Rosalie, je ne peux pas laisser passer un certain nombre de choses sur ce plateau. C'est moi qui devais... Respirez. J'ai une question. Qui vous dit toujours que vous êtes obligé de laisser passer ou pas laisser passer des choses quand vous venez sur ce plateau? Non, parce que vous avez la même phrase. En fait. Non, vous reprenez la parole pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Pourquoi vous aimez toujours dire que vous n'aimez rien laisser passer? Je peux me décider que m'arrête ici et dire au revoir. Vous allez laisser passer jusqu'à rentrer à la maison en Lingane. Sauf que c'est un nouveau langage du RDPC. C'est pourquoi je m'arrête dessus aujourd'hui. Je ne peux pas laisser passer. Je ne peux pas laisser passer. Il a la rage. Non, la réalité, Rosalie, vous avez posé une thématique. Oui, justement. Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi au mois de juillet, nous sommes à moins de 40% de réalisation? Et même sur 4 ans, on n'est pas là pour faire... Ce n'est pas la politique. C'est d'expliquer pourquoi ça bloque. Non, mais c'est la politique, monsieur. Mais c'est la politique, ça n'avance pas. Vraiment, ça. Parce qu'il ne faut pas être hors sujet. Non, j'entends des gens dire l'État ne décentralise pas, l'État centralise. Ça peut justifier pourquoi ça traîne. Nous sommes dans un système de décentralisation. Le taux de réalisation est fonction de ce que l'État a envoyé pour le développement. Vous avez parlé, personne n'a intervenu. Mais si vous m'avez interrompu, vous avez dit vous ne pouvez pas laisser c'est vous qui devez être c'est pas ça qui va quand moi je parle, vous m'interrompez, vous dites que vous ne pouvez pas laisser passer. Qui vous a donné la parole? Qui vous a donné la parole? Et vous dites je vous interromps. Je parle, vous dites vous ne pouvez pas laisser passer. Vous pouvez pas ça ne peut pas vous amener au pouvoir. Ce n'est pas ce que vous faites. Moi, je n'ai pas besoin de toutes les façons. Moi, je suis en train de vous expliquer exactement comment l'État a décentralisé. Si nous parlons aujourd'hui de taux de réalisation, c'est ce que l'État a mis pour le développement. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi cet argent n'est pas dépensé? Parce que vous avez même utilisé un mot au départ, que l'argent est stocké et les gens n'arrivent pas à l'utiliser. Je suis en train de vous dire, les communes, aujourd'hui, l'État central ne dépense plus grand-chose. En dehors des routes, des nationales et autres, où c'est de la compétence, soit des travaux. Ils avaient dit qu'ils allaient donner 16%. Mon Dieu, vous avez 16%, mon cher ami. Ne dites pas mon Dieu, vous n'avez pas le monopole de la parole. Vous êtes en train de dire que l'État en quoi? En chiffres, c'était 16% minimum. Est-ce que les communes reçoivent les 16%? Oui, vous êtes maire. Hein? Vous êtes maire. Vous n'êtes pas non plus maire. Vous êtes je suis conseiller municipal. Je travaille au quotidien. Vous n'avez pas connaissance de ces choses. Vous écoutez et vous expliquez. Je n'ai pas besoin d'être maire ou d'être conseiller, mais je peux être un homme politicien qui suit ce que vous faites, comment vous êtes en train de foutre le pays en l'air.
Ça, je le sais. D'accord. Vous pouvez y aller. Bon. J'espère que cette fois-ci, je vais aller jusqu'au bout. Je suis donc en train de vous dire que je reconnais qu'il y a un problème de procédure. Trop de procédures qui plombent la réalisation des marchés. Et je vous ai parlé des prestataires qui n'ont pas de moyens. Ce que je peux partager avec lui, c'est le financement des petites entreprises. Alors, quelqu'un qui gagne un marché qui n'a pas de fonds, il a 3 mois. Parce que tout ça est réglementé dans le marché. Il gagne le marché, pourquoi? Monsieur Assigana. Et très souvent, Monsieur Assigana, vous savez comment on passe le marché au Cameroun? Ça passe par une commission de passation de marché. Et la commission de passation de marché fait une vérification sur pièce. C'est-à-dire qu'elle ne va pas dans ton entreprise ou dans ta banque. Ta banque te donne ce qu'on appelle la capacité financière. Si un marché c'est 16 millions, ta banque te donne une capacité financière de 10 millions. On a ce papier. C'est-à-dire qu'on est sûr que vous avez ces 10 millions. Votre petit collègue qui est à la banque, tous ces papiers sont faux. C'est ce qu'il dit. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Peut-être que vous allez comprendre. Je comprends pourquoi vous partez d'un parti à un autre. Parce que vous n'avez aucune logique dans votre façon de... Vous avez une bonne logique de faire le pays en l'air. Et ça, c'est votre logique. Et tant que ces procédures et ces prestataires n'arrivent pas... Parce que moi, je prends le cas de ma commune. Nous avons eu cette année 12 marchés. Et ces 12 marchés, les cartons, les transferts, 12 transferts, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas 5 qui sont livrés totalement. Cela est dû à quoi? Vous donnez un délai à un prestataire. Il fait l'implantation, il fait la fondation, il court chercher l'argent dans les tontines au quartier et tout. Aujourd'hui, met 2 papins, demain, il avait un papier de la banque. Après, ainsi de suite. Après, parce que le même code permet qu'on demande la prorogation des délais. Vous voyez le temps qui vous reste. Nous sommes au mois de juin. Dans 2 mois, on va arrêter les engagements. Si vous résiliez un prestataire aujourd'hui là, vous allez encore prendre une procédure de 3 mois. Ce marché tombe en conclusion. Vous êtes obligé de l'accompagner à son rythme. Parfois même, il traverse l'exercice. Ça veut dire que ici, il s'agit d'être plus regardant sur les dossiers qui vous sont apportés. Tout à fait. Mais c'est ça que je dis, être incompétent. Je ne sais pas ce qui contrarie dans ce que j'ai dit. Quand vous parlez de vérification, quand vous soumissionnez à un marché, vous avez ce qu'on appelle les offres de soumission. Vous les déposez. C'est ça que la commission étudie. On regarde, vous avez travaillé, vous nous envoyez les références. Donc vous créez une commission incapable d'étudier de manière efficace des dossiers. C'est ce que ça veut dire. C'est vraiment ce qu'on comprend. Ce n'est pas une excuse. Non, c'est pas cohérent. C'est triste. C'est vous qui n'avez aucune cohérence. Je suis en train de vous expliquer que la mission d'une commission de... Vous êtes en train de justifier l'échec. Continuez à justifier. Permettez qu'on s'écoute aussi un tout petit peu. Vous donnez les marchés aux gens, ils ne sont pas capables. Oui, permettez. Monsieur Assigana, on n'est pas au bar quand même. Ce n'est pas un échange de bar. Nous sommes sur un plateau sérieux. Ça veut dire que vous écoutez les gens. Après, vous réagissez. C'est un débat. Vous n'avez pas une commission de passation de marché. On vous demande de regarder les références de l'entreprise. Elle a travaillé où? On vous demande de regarder sa capacité financière. Si l'entreprise est en concordance avec les impôts. Dès que vous vérifiez tout ça, et c'est des papiers normaux. Bon, j'ai une dernière question avant d'avancer. Je suppose, parce qu'on a eu le cas avec une entreprise qui devait travailler, ou qui a travaillé au niveau du complexe d'Olembe, qui a utilisé un nom qui aujourd'hui on nous dit que cette structure n'est pas celle qu'on croyait. Donc, je suppose que quand on m'apporte, on me dit, ça existe même dans les entreprises, tu apportes un document, on cherche à appeler, ne serait-ce qu'un coup de fil
dans la structure initiale pour prendre des renseignements, pas qu'on se déplace, on n'a même pas besoin de se déplacer. Si on dit que Gessel a travaillé, je prends un truc bête, à LTM, il faut pas être magicien. Même en allant sur les réseaux sociaux, tu as tous les coordonnées pour te confirmer tout ce que j'ai fait là-bas. Donc, je suppose que pour donner un tel marché à une entreprise, on se donne quand même la peine de vérifier que les références qui nous sont apportées sont exactes, parce qu'on va quand même lui confier les milliards du pays pour être sûr que le projet sera réalisé. Lorsqu'on ne le fait pas et qu'on nous dit par la suite que l'entreprise a donné des papiers qui se sont avérés faux et que c'est pourquoi on n'a pas le projet, on frappe sur les doigts de qui en ce moment-là? Rosalie. Non, j'ai demandé on frappe sur les doigts de qui? De celui qui aurait passé le marché. Mais je suis en train de vous dire que la composition d'une commission de passation des marchés est faite pour que toutes ces expertises se retrouvent. Parce que l'ARMP... Ça déclenche un autre problème. Si on a donc donné le marché après avoir vérifié, ça veut dire qu'il y a complicité. Oui. Pas de complicité. C'est pour ça que je dis. Et vous avez parlé d'Olembe. Je voudrais vous dire que le marché d'Olembe, ça s'appelle les marchés spéciaux. Le modèle de passation n'est pas le même que les petites commissions internes. Non, d'accord. Je vous permets de réagir, vous bouillonnez, je ne sais pas pourquoi. Je ne bouillonne pas. Je crois que c'était de la passionnant. Parce que tout cet argent-là, c'est l'argent de nos impôts, c'est nous qui payons. Donc, j'ai dit, vraiment, il faut qu'on comprenne la réalité. Ce n'est pas toutes ces petites phraséologies-là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas... le régime pour vous, à la science, à la connaissance de ces choses. Mais il y a des intentions maléfiques maléfiques. Bien sûr, maléfiques, démoniaques, et c'est une tragédie, monsieur, et c'est une honte. Regardez comment vous pouvez vous-même vous lever pour combattre des projets qui doivent se réaliser chez vous. Comment vous ne voulez pas appeler ça socialité? Mais bien sûr, un gouverneur, j'ai les données, les livres sont là, vous pouvez aller vérifier. Je prends un dernier exemple. Je voulais surtout prendre un exemple, permettez, je prends un exemple. Le cas, j'ai suivi l'université de Yaoundé 2 dont il a évoqué tout à l'heure. J'ai suivi, une vidéo, un interview que le tout premier recteur de l'université de Yaoundé 2 avait donné à un journaliste. Il s'appelait Marcien Toa, philosophe. Donc quand cette université avait été créée, le budget pour la construction du campus avait été mobilisé. Il avait ce fonds. Et il avait un excellent, vous appelez maquette, n'est-ce pas? Une maquette, vraiment. Et il avait lancé le projet. Il a dit que le projet était vraiment en cours. Mais à un moment donné, il était surpris de voir que le ministre de tutelle de l'OPO a commencé à le harceler. Il l'appelle. Il dit, monsieur Martien, vraiment, pour le budget que vous avez là, comprenez que, bon, faites vraiment le strict minimum, faites ci, faites ça, et le reste, voilà ce qu'on veut faire. Il commence à lui imposer comment est-ce qu'il devait gérer ce fonds. Donc, lui, étant patriote, il a refusé toutes ces injonctions de domaines et tutelles. Il a refusé. Et le ministre a commencé par envoyer des hommes d'église, des prêtres, pour essayer de le convaincre d'accepter les propositions qui lui ont été faites. Il a refusé. Et au bout d'un certain temps, on a commencé à l'accuser en disant qu'il manque de respect au ministre, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Et au bout de ce soir, il entend à la télé qu'il a été enlevé de son poste et viré. Et la fin, aller à l'université de Yaoundé 2, c'est une honte, comme il a dit tout à l'heure. C'est terrible, mais ce n'était pas comme ça avant. Donc il faut que les Camerounais comprennent la réalité. Il y a vraiment, comme j'ai dit, des gens démoniaques, comme on me dit là, qui préfèrent prendre cet argent-là, mettre dans leur poche, plutôt que de construire une université dans sa région. Le ministre n'était pas le ministre d'une autre région, c'est le ministre de la localité. Donc, je suis dépassé. Donc c'est ça la réalité. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut rappeler aux Camerounais. La corruption, la mauvaise foi de l'élite. Nous avons une mauvaise élite, il faut le dire comme ça. On a besoin tout simplement de remplacer cette classe politique. On n'en veut plus. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez expliquer à ces gens-là qu'il faut, je ne sais pas trop quoi, avoir un comité de sélection qui doit être ici. Vous ne pouvez pas les expliquer ça. Ils maîtrisent ça. Donc, c'est de la mauvaise foi. Et c'est des gens corrompus. Et c'est des gens qui ne nous aident pas.
Et je dis, on n'a pas besoin de trembler. On n'a pas besoin de faire beaucoup de... 2025 nous attend. Que les Camerounais essayent de faire confiance à un autre régime, on verra que ce n'était pas aussi compliqué que ça de réaliser des marchés dans les délais avec des qualités. Et parfois, madame, même si on vous a réalisé ce marché, une salle de classe qui après 3 ans n'est plus debout, c'est du n'importe quoi. J'ai été choqué un jour par un chantier, un projet. Le monsieur vient, je crois que c'était effectivement une salle de classe quelque part. Il vient rapidement, il lance le projet, il fabrique des briques en terre, vois-tu-là. Il monte rapidement et puis il tape le... voilà, il crépit, il fait le truc, il monte rapidement. Au bout de certains temps, il fait des vérifications. On se rend compte que c'était du poto-poto et c'était du n'importe quoi. Donc au-delà même du retard dans la réalisation de ce projet, même ceux qui nous sont livrés, c'est du n'importe quoi. Des salles de classe qui ne font pas 3 ans, qui ne font pas 4 ans, et qui sont déjà... Et je vous rappelle, je termine, je suis en disant, je mets l'accent sur la qualité. Pourquoi? Dans mon village, il y a des salles de classe. En fait, les salles de classe qui sont même utilisées ont été construites par les Allemands. Vous comprenez? Par les Allemands. Ça fait combien de siècles? Hein? C'est plus de 200 ans. Et ces salles de classe là, c'est en l'état. Les papas, tout est là. Tu vois le sérieux dans ce genre de choses. Donc c'est pour ça que moi je dis, je ne comprends pas ces gens. C'est de la traîtrise, comme je disais tout à l'heure. Tu as trahi tes frères, tu as trahi ta région. On te donne de l'argent pour aller construire une école, tu les détournes. Et vous ne voulez pas qu'on appelle ça sorcellerie comment? C'est de la diablerie. Ça aide de compréhension. Donc, franchement, je dis, arrêtez de nous mettre dans des conflits qui n'ont pas de sens. On dit, bon, vraiment, c'est vos propres frères. Faisons attention à ces gens qu'on aime de manière instinctive parce qu'il est notre frère. Faites attention. Parfois, ce sont les véritables bourreaux qui nous pourrissent la vie. C'est triste, mais c'est ça la réalité. Je vous dis. Et puis, c'est pour ça que je dis, vraiment, il faut tout sous-sortir que il y a un tel niveau de déchirement au RDPC. Il y a beaucoup de lave de la façade. Je vous dis, il y a des ministres qui disent, oh, il faut que il parle du président, que le monsieur dérange. Donc, mais quand il est devant les caméras, et ça traduit les résultats qu'on voit sur le terrain. Il y a un tel déchirement, il y a un tel haine au sein de ce parti. Le RDPC ne nous rassemble plus. Avant, c'était un rassemblement. Mais ça ne nous rassemble plus. Je suis désolé. Mais il faut changer cette classe politique. Il faut faire confiance à notre classe politique. Pour moi, les Camerounais ont la responsabilité de changer les choses. Et c'est devant nous et c'est en 2025. Donc, Bonsoir ma très chère Rosalie, à ton riche panel. Les investissements publics traînent au Cameroun à cause des récurrentes lourdeurs administratives, le nombre encombrant des acteurs en charge des marchés, associé à cela la très mauvaise livraison des travaux à l'instar de nos routes qui sur le papier sont bitumées alors que sur le terrain niette. Autre facteur à décrier, le très mauvais choix des personnes devant mettre à exécution l'enveloppe budgétaire dédiée aux ouvrages publics. Résultat des courses, les investissements publics présentent un cliché fictif ou aléatoire. Ouais, Cameroun, mon beau pays. Bonne émission, c'est Ernest Zambo, journaliste événementialiste depuis Etam Bafia, fidèle téléspectateur du Grand Soir sur Info TV. Bonsoir Rosalie. L'investissement public est plombé à cause de la corruption. L'investissement est financé par les endettements et l'hypercentralisation. Le cadre juridique et évidemment les problèmes fonciers. Voilà ce qui empêche l'évolution. D'accord, les problèmes fonciers. Je croyais que tous les terrains leur appartenaient aussi. Ouais, par ce temps de geler à rafraîchir la cité Ongole-Wondo, quoi de mieux, Rosalie, pour me réchauffer médiatiquement. Mon beau-père Ngoulou, dans le département d'Union et Fumo, où j'ai découvert une très belle colombe qui aujourd'hui est auprès de l'Éternel. Richard, qui devient un métronome du soir devenu grand, malgré ses lamentations, oubliant que le moment est venu pour lui à poser une alternative politique. C'est ma sœur Thomas qui continue. Depuis presque une décennie, le facteur qui entrave l'investissement émane des crises dans divers coins et recoins du triangle du fait des attaques empêchant le développement. L'on ne saurait travailler en période de crise au risque de perdre sa vie.
Je n'oublie pas la malgouvernance qui gangrène l'attribution des marchés parce que pour certains acteurs du domaine ayant mis le développement en dessous des batailles financières pour une jouissance individuelle au détriment de la collectivité à nous traîner comme nation du quart monde en voie de sous-développement. Une thématique qui a des similitudes avec la deuxième où l'on me dira il y avait quoi avant au Sombok. C'est Thomas Masok. Qu'en est-il de la décentralisation pour freiner la boulimie ventrocratique de ceux de l'administration centrale? Bonsoir Rosalie, bonne émission. Ce monsieur du RDPC vient nous dire à Mondovision qu'il donne les marchés publics aux gens qui n'ont pas de fonds d'investissement. C'est incroyable. Et en plus, il vient justifier leur incompétence à nul autre pareil. Ils veulent continuer en 2025, que Dieu punisse ces gens sans pitié. Je regarde encore cette émission pour Rosalie et ce jeune en cravate rouge qui mérite d'être président. JP Niam, depuis Yaoundé, qui nous écrit. Tu as déjà un fidèle électeur qui s'est positionné. Ah oui. Merci. On fait parler un autre téléspectateur. Là, on est en Guinée équatoriale. Bonsoir Rosalie, très bon débat. Le système est bloqué et ne peut plus rien. Ngetchesi, JP. J'ai des JP ce soir. Bonsoir Rosalie, nous pouvons dire que le MINTP, en ce qui concerne les routes, ne suit pas une feuille de route parce que les élites ont un certain pouvoir pour obtenir les financements de leurs routes. Et si on connaît un secteur d'opposition, vous êtes mort. Mathias, depuis IDEA, bonsoir. Le débat sur votre thématique est transformé en querelle par vos invités. Le Cameroun médiatique mérite mieux. Aloïs depuis Ongot, votre avis sur le sujet, c'est lequel? Bonsoir à vous en studio, la meilleure des meilleures. Dites au monsieur du RDPC de cacher sa casquette de maire là. Didier depuis Boudiman. Pourquoi il devrait cacher? Dites-lui pourquoi. Bonsoir le plateau, monsieur le maire. Les membres de vos commissions de passation des marchés sont pour la majorité vos parentés. L'organe technique qui prend part à cette commission n'a que pour rôle de décharger les frais d'émission. Vous devez avoir honte, monsieur le maire. C'est ça qui crée problème. C'est... Bon, c'est Madoché. C'est quelque chose. C'est Madoché. Bonsoir Rosalie, je ne voudrais pas écorcher le nom de quelqu'un. Quand ça me dépasse, je prends le prénom. On peut aller. Bonsoir Rosalie, j'ai envie de dire à M. Assigana d'éviter de parler des choses dont il n'a aucune maîtrise. Son histoire de Boeing qui compte sur les PME pour asseoir son engineering est fausse. Il faut s'abstenir de tromper les Camerounais avec de l'esbrofa. On saurait faire un business plan en comptant sur d'éventuels apports des PME. Ça ne tient pas debout. Xavier de Beaumono. Dis-lui qu'il n'a aucun niveau. Il a entendu. Il a entendu aussi. Bonsoir madame. Pourquoi vous menacez les invités? Alors je les menace pas, je suis même trop gentil. Mais eux-mêmes ils savent. Ils sont des grands messieurs comme ça, mais têtus. Donc, si de temps en temps, je ne menace pas, je suis fichu. Hein. Ils vont m'attacher comme le saucisson sur ce plateau et ils vont me déposer au milieu. Heureusement, on se comprend. Et donc voilà, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas de la politique, c'est un débat. En plus, le monsieur qui parle du président Biya ne connaît rien. L'homme politique n'est pas dans le sujet. Toi qui es dans le sujet, qu'est-ce que tu en penses, Jupiter? Donnez-moi vos avis, on a besoin de cotiser tout ce qu'on peut cotiser pour aider ceux qui prennent des décisions. Au lieu de vous cantonner simplement à dire tel n'a pas raison, expliquez pourquoi la personne n'a pas raison. Ça nous aide mieux. Hein? Des contradictions pour contrarier, non. Dites que M. Assigana a dit, je ne suis pas d'accord, en fait ce que je sais c'est. Monsieur en cravate rouge a dit, je ne suis pas d'accord parce que voici la réalité. Monsieur le maire est en train de nous mentir, mais voici la vérité. Bon, maintenant, si vous ne le dites pas, vous dites seulement, monsieur le maire, arrête de nous mentir. Monsieur en cravate, ce n'est pas dans le sujet. L'autre, non. Vous n'attribuez pas des points à mes invités. Vous contribuez à ce que l'émission ait plus de contenu. Donc, dites ce que vous pensez. On est là pour dire ce que vous pensez. Bonsoir aussi, je suis vraiment navré d'écouter le représentant du R là. Comment il peut dire que quelque chose est son contraire? Il dit que pour donner un marché à quelqu'un, on doit savoir s'il y a de la ressource financière pour ça et après il dit que dès que ce dernier pose la première pierre, on commence à aller chercher pendant qu'il est dans les tontines pour chercher le financement. De grâce Rosie. Quand ils n'ont rien à dire, qu'ils nous laissent tranquilles. Hein. C'est rigolo depuis PK12.
Madame, le monsieur du RDPC est en train de nous montrer qu'ils sont des incapables puisqu'ils ne savent faire que la même chose. Des automates en fait. Comment un système de passation et de gestion des marchés publics ne marche pas depuis 40 ans, mais ils insistent et continuent dans la même bêtise. Vraiment, c'est terrible. Sauf Frika depuis Douala. Qui a dit aux communicants du RDPC qu'il a l'obligation de défendre les errements du gouvernement? Pourtant, l'idée d'Assigana de Lornier du côté des fonds qui sont à la SNH et à la qu'est-ce qui m'arrive? CNPS, pour ne citer que celle-là, est un recours sûr, au lieu d'entretenir une nébuleuse sur la production réelle des entreprises étatiques de production. C'est M. Zigli qui en profite pour donner un conseil au jeune homme politique qui est sur votre plateau. Un grand homme politique est celui-là qui est concis et précis dans son intervention et qui ne confond pas à chaque fois mot introductif d'un débat et développement d'un sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est M. Zigli qui dit que tu as trop parlé au début. Je suis désolé. Voilà. Bonsoir madame. Je pense que tant que l'informel aura pignon sur rue et tant que l'État sera le plus grand employeur avec des fonctionnaires qui sont juges et partis, on n'avancera pas. Pourquoi c'est si dur d'accélérer les procédures administratives? Pourquoi c'est si dur de vérifier si les entreprises reflètent les documents administratifs, techniques et financiers qu'elles mettent dans les offres? On ne sanctionne pas véritablement dans ce pays et ceci arrange bien les Camerounais bénéficiant de la systémique informelle. Le problème au Cameroun, c'est le prototype comme des Camerounais formant la classe politique actuelle au détriment des nationalistes abattus au moment le plus opportun pour le jeune État du Cameroun. C'est Sian Rossel qui nous écrit. Bon, Monsieur James, quand vous m'envoyez mes photos dans toutes les positions à la télé, je ne sais pas ce que c'est censé dire. Hein. Bonsoir Rosalie, demande au maire du RDPC où est passée la route Edia Dizangué. Cette route est abandonnée et les deux maçons qui les travailleurs ont laissé les dettes de Mintumba non payées à équiter. Jérémy Bangangos du côté d'aider. Et monsieur le maire doit te répondre, est-ce qu'il est maire? Il est maire de ce côté-là. Comment il saura que quelqu'un a fui avec les dettes de Mintumba? Bonsoir, bonne émission, cher responsable qui soutient la misère que les Camerounais vivent depuis 40 ans. Que Dieu vous voie. Bonsoir très cher René, les investissements publics traînent beaucoup au Cameroun, trop d'impôts à payer, c'est à Chilimé depuis Yassa, Yatika. Vous êtes très nombreux mais je vais m'arrêter. Bonsoir madame, la première cause c'est le chef de l'État et l'unique. Avez-vous lu l'histoire du ministre de l'Éducation nationale qui a pleuré soit idiot? Avez-vous lu l'histoire de la maison des hôtes du Mont Fébé? C'est parce que le chef était descendu sur le site. Et son barrance depuis Eligé Sono, pour lui, c'est le chef de l'État la cause de tous ces retards. S'il descendait sur les sites, on n'aurait pas ce retard excessif. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rajouter un truc? Oui, si vous le permettez. Une minute. Oui. Parce que quand j'ai déjà lu les messages, en principe, je passe au prochain sujet. Oui, donc je voudrais dire que globalement, le Cameroun a une fois, je veux dire que la Côte d'Ivoire a raisonnablement à peu près 2 fois le budget du Cameroun. Et ceux qui suivent l'actualité de ce côté-là savent qu'on est en train de chasser l'économie informelle, mais qui se manifeste beaucoup plus par les vendeurs à la criée du côté d'Abidjan. Ces jours-ci, on est en train de les craquer. Donc, en d'autres termes, le problème du Cameroun, c'est l'insuffisance dans la capacité de mobiliser des fonds. Mais expliquons très rapidement à tes téléspectateurs. L'insuffisance dans notre capacité du Cameroun? Oui. On prend autant de dettes qu'on veut, on est jamais qui sont à la qu'on n'arrive pas à utiliser. Qu'on n'arrive pas à prendre de dettes. Expliquons que quand on parle du budget et de sa réalisation, le budget n'est pas un argent qui est couché quelque part, mais c'est des fonds qu'on va aller chercher à gauche et à droite. Et quand nous regardons objectivement à l'aune de ce que vous dites là, on a comme l'impression que l'État est incapable de mobiliser les fonds pour l'investissement, y compris dans sa capacité même à pouvoir donner aux collectivités territoriales décentralisées ce qu'il leur a promis. Ça veut dire qu'il est incapable de réaliser ce budget-là. Et donc, ce que nous voyons ces derniers temps-ci, c'est aussi, effectivement, pour l'État du Cameroun, d'entrer dans une vision libérale de la gestion de l'économie, parce qu'on est en train de dire aux personnes physiques,
de déclarer leurs revenus et de payer un impôt dessus. Monsieur Leonid-Fou, oui. avant de vous laisser chuter, Oui, vous savez que le constat que ça traîne est fait par le gouvernement du Cameroun. Exactement. C'est pas fait par nous sur ce plateau. Hein. Oui, mais il y a des gens le gouvernement qui trouve que avec les moyens qu'ils mettent en jeu pour l'investissement, ils se sont projetés à une croissance de 8% en 2030 et qu'ils considèrent que ça ne bouge pas. Moi, je ne prends que le sujet pour le mettre sur la table et pour comprendre pourquoi ça ne bouge pas. Donc, si vous venez dire que ça bouge et qu'en fait, c'est qu'eux, ils n'ont pas les moyens, alors qu'eux, ils vous disent qu'ils ont les moyens, mais que c'est vous qui ils vous disent qu'ils ont les moyens, ça bouge. Ça veut dire que leur parole n'est pas crédible. Donc, ils mentent alors. Ils n'ont pas les moyens. Vous faites quel constat? Vous connaissez mieux que l'État du Cameroun. Quand vous posez dans ce sujet sur la table, vous faites quel constat? C'est que la corruption et la malgouvernance et la lourdeur empêche que les projets avancent. Oh, ce n'est pas... Moi, je suis foncier. Aujourd'hui, là, il y a près de 5 milliards à la BEAC qui ont été octroyés au Cameroun depuis l'étranger. Mais ils n'arrivent pas à maturer le projet pour utiliser ces 5 000 milliards. On ne nie pas qu'il y a la corruption au Cameroun. Mais ce n'est pas la seule chose qui peut justifier le fait que l'investissement public ne soit pas promu. Je vous dis d'abord que... On a cité la lourdeur, on a cité plein de choses. Monsieur Asigana, attendez. On a cité plein de choses. Elle vous donnera la parole. Je disais donc que quand vous regardez même la taille du budget d'investissement pour un pays comme le nôtre, ce n'est pas suffisant. Ça ne ressemble à rien en réalité. Et nous qui sommes sur le terrain, moi je suis un fonctionnaire de l'État du Cameroun. Quand je voyais mes parents au lycée, à l'université, dans les écoles primaires, même mon directeur à l'école publique de Biémassi qui était venu cogner la voiture de notre papa devant la maison de notre maison, avait une voiture de l'État à l'école primaire. Or, aujourd'hui là, je vous dis, le basique n'est plus financé, y compris dans les lycées. Je repose ma question. Oui. Celui qui prend son argent, qui a le gouvernail, te dit j'ai l'argent, mais vous ne travaillez pas pour faire utiliser cet argent. Oui. Et toi tu viens me dire, il n'a pas l'argent, il ment. En fait, il raconte des histoires. Il n'a même pas l'argent pour faire avancer ce projet comme il dit. Je ne vous réponds pas par une autre question, n'est-ce pas? Si moi je me rends compte, que je te donne de l'argent, tu ne fais rien avec. Qu'est-ce qui m'empêche moi de prendre de réaliser? C'est qu'il n'y a rien. Clair dans le débat de ce soir. C'est qu'il n'y a rien. On comprend donc dans le débat de ce soir, on a fini par se comprendre. Il n'y a rien. On débat justement parce que si c'est la personne la plus indiquée qui dit moi j'ai les moyens, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'utilisez pas. Alors nous on demande pourquoi vous n'utilisez pas. Voilà, c'est que non, nous on pousse votre analyse plus loin. C'est que arrête de nous mentir, en fait tu ne nous as pas donné l'argent. Voilà. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Bonjour ma bien-aimée Rosalie, tu es tout en beauté. Ma bien-aimée Rosalie, qu'est-ce qu'on attend d'un président qui est incapable en 42 ans de s'acheter un avion présidentiel? Alors que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad, là on est en Côte d'Ivoire, c'est un téléspectateur de Côte d'Ivoire. Le Sénégal, le Tchad, le Gabon, on ne serait-ce qu'un avion présidentiel. Je ne parle pas de CNI, d'eau potable, d'électricité, le ramassage des ordures. Je me demande toujours comment les gens du RDPC font pour venir justifier la médiocrité quarantenaire du RDPC. Ma bien-aimée Rosalie, il y a des conseils des ministres hebdomadaires demain en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Tchad. C'est quand le prochain conseil des ministres au Cameroun? Ma bien-aimée Rosalie, bon, j'ai dit à mon frère du RDPC qu'on ne justifie pas la médiocrité. C'est M. Etoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Il est toujours en poste. Il n'a pas tiré de ça aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il vous a esquivé. Il ne vous a pas, il n'a pas tiré dessus. Allez, nous on va poursuivre cette émission. On va parler d'un autre sujet. Il y a des téléspectateurs qui étaient même déjà sur ce sujet avant moi, qui ont seulement entendu l'intro de l'émission et qui ont déjà commencé à réagir sur le deuxième sujet, cette question d'assainissement des routes. Quand je demande où en est-on,
Là, je démarre avec vous, Monsieur Assigana. Il se trouve que la Mindu, Madame Ketia Cortez, nous a annoncé qu'elle va accélérer les travaux d'assainissement des routes. Les gens se plaignent, des ordures sur la route, les routes sont impraticables et tout le reste. Il s'agit ici de redonner un peu de propriété partout, un peu de clarté partout. Et il y a des personnes, hein, je vais dire peut-être des mauvaises langues ou des langues averties, c'est vous qui verrez par quel bout prendre, qui trouvent que c'est notre poudre balancer au visage des Camerounais, parce qu'en fait rien ne sera fait et qu'on sera dans ces ordures, dans ces routes impraticables encore pour longtemps. À votre avis, on peut rêver avec Madame Ketia Cortez ou non? Tout ce que je peux dire, malgré ce que mon ami va ne nous faites pas un procès d'intention. Je suis en train de dire que c'est le crépuscule des crapules. Oui. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, après 40 ans, que maintenant vous allez accélérer le nettoyage. Les routes devaient être nettoyées depuis que je suis né et continuer à être nettoyées jusqu'à aujourd'hui. Quelle est cette histoire chez nous dans le quartier là? Vous voyez, c'est partout. C'est-à-dire, il y a des accidents de circulation. Vous savez pourquoi? Moi, j'habite à Yéné. Les accidents sont là parce que la poubelle a traversé et maintenant le taxi, la motoman, tout le monde bagarre sur le même petit qui est resté. Et c'est comme ça de partout. Mais où est Isakam? Qu'est-ce qui se passe avec ces Isakam? Madame le ministre, vous nous dites quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Isakam ne fait plus le travail? Ou bien pourquoi vous ne diversifiez pas au niveau des différents arrondissements, Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 8, chacun fait un peu. Aujourd'hui, ce qu'ils font aujourd'hui dans mon quartier, il y a un grand camion qui vient, il klaxonne, et puis bon, les gens donnent un peu quelque chose et ils ramassent les poubelles. Mais ça, c'est un petit peu comme les APE. Vous comprenez? Moi, je dis que je comprends rien du tout. Parce qu'il y a tout. Moi, nous, au parti, au RDM, nous avons déjà un plan de développement urbain. On a, à Yaoundé ici, on a prévu un métro aérien. Parce qu'on ne peut pas faire un métro souterrain, on a prévu un métro aérien. On a prévu un tramway à Douala. Wow. C'est-à-dire qu'il faut déclencher au niveau. Nous avons des plans. Et ces plans-là, on peut les proposer. Lorsqu'il y a les élections, on va les proposer, ces plans-là. Wow. Parce que là, bon, je veux dire que, bon, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'en sais rien. Je dis seulement que c'est l'incompétence notoire et il est temps que ça change. Mais quand on regarde quand même le passé de la ministre lorsqu'elle était maire à Banganté, j'ai eu beaucoup de bonheur à y séjourner. Elle faisait un travail incroyable. Moi, je pense qu'elle passe plus de temps à être ministre, grand ministre, qu'à faire le travail de ministre. Ah d'accord. C'est un peu ça le problème. C'est l'impression que moi j'ai. Donc du coup, on attend toujours beaucoup d'elle. Déjà être une dame à ce poste-là, c'est pas évident. On attend beaucoup d'elle. Vous savez, la propriété, l'assainissement et tout le reste. Nous on a grandi, on avait des assainissements. On venait même nous mettre les crésites dans les maisons. Pourquoi ça ne marche plus maintenant? On est quasiment dans une ville sale. On venait pomper les anti-moustiques. Voilà, là. Comme il dit, ça ne marche pas. Et on nous annonce là des travaux d'assainissement des routes. Nous, on se demande où est-ce qu'on en est finalement. On peut rêver ou non? Bon, le drame, c'est quand un ministre, c'est-à-dire qui est un personnel en charge de la stratégie, se retrouve à curer les caniveaux et à ramasser les ordures. C'est dramatique pour un pays. Comment ça? Le ministre est là pour la stratégie. Et l'opérationnel, ce n'est pas lui. Lui, il va juste vérifier que la stratégie que j'ai indiquée est appliquée. Oui, maintenant, c'est lui qui va regarder c'est lui qui va ramasser les ordures. C'est elle qui va ramasser les ordures, quoi. Ça veut dire que le modèle que nous avons ne fonctionne pas comme il doit pouvoir fonctionner. Il n'y a même pas de modèle. Comme il doit pouvoir fonctionner. Quand dans une république, c'est le ministre qui a admis qu'il y a trop d'ordures dans la ville de Yaoundé. Vous avez les mairies d'arrondissement dans cette ville. Vous avez même les démembrements de son ministère. Le ministère la mairie en charge de la ville. Voilà, vous avez la mairie de la ville. Oui. Là-dedans. Dont elle a su par ailleurs la tutelle. Vous avez la région. Et que c'est elle qui se trouve à venir compter les poubelles, à curer les caniveaux. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, je continue à vous dire que lorsque vous regardez des pays, y compris francophones, d'égale taille et d'égale potentiel que le Cameroun,
nous ne sommes même pas à la moitié de ce que nous sommes capables, n'est-ce pas, de réaliser en termes de budget. Tout part de là. Si vous n'avez pas l'argent pour payer les sociétés qui ramassent les ordures, elles ne vont plus ramasser. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas d'argent pour leur donner. Si la ministre avait... Et c'est en ça que le deuxième sujet ressemble à s'y méprendre au premier que vous avez posé sur la table. Si la ministre avait de l'argent dans ses caisses pour pouvoir donner à ces sociétés-là, mais elle prendrait simplement, elle donnerait. Et moi, je continue à vous dire que pour Isaac, pour ne pas faire de publicité, pour ne pas la citer, a quand même ramassé les ordures dans cette ville de manière efficace. Bon, la Minju ne se limite pas à ça, hein, quand elle parle d'assainissement, elle parle même des routes qui ne sont pas praticables. Non, mais commençons d'abord par le plus niais, le plus saillant. Quand vous passez là, les ordures partout, même votre salubrité est gênée. De quel ramasse d'abord les ordures? Après, on va voir... La route qui est en dessous. Voilà. Voilà. Hein. Donc on veut vous arranger les nids d'éléphants. Sur les poubelles. Et vous dites que vous ne voulez pas sur les poubelles. C'est les poubelles qu'il faut d'abord arriver. Vous êtes grave. Moi je me dis que cette façon de réfléchir là aussi, mais vraiment elle relève de l'absurde. Il y a quelques temps vous disiez que vous n'avez pas enroulé sur les routes parce qu'il y a des trous partout. Maintenant on vous dit on va boucher des trous et tout et ça va aller. Rosalie, non, enlève d'abord la poubelle. Rosalie, puisque les poubelles ont obstrué ces routes, on n'arrive même plus à circuler sur ces routes. D'accord. Ouais, je crois que le premier thème se rapproche beaucoup trop de ce second. Si quelqu'un suit les émissions, il saura que c'est le principe. Hein. Voilà, vous dire que tout à fait, ça permet d'avoir une cohérence dans l'émission. Donc, pour dire que on reste dans le fil d'idée. Le Minju a le plus gros budget de l'État, n'est-ce pas? Par rapport, je crois que c'est le plus, sinon au moins c'est parmi les plus élevés. Parmi, je suis d'accord. Parmi les plus grands, non, je crois que c'est les travaux publics. C'est les travaux publics, santé. Non, la santé n'atteint pas le Minju. Mais peut-être, je crois que... Mais attends, je peux me tromper, mais vraiment, je peux vous assurer. L'un des plus gros. L'un des plus gros. Oui, et je crois personnellement que il y a un effort qui doit être fait à ce niveau. Vraiment, personnellement, j'apprécie Madame la ministre Coutès, sa prestance, sa personnalité, vraiment quand elle parle, tu ressens de la vie dans ce qu'elle dit. Mais en termes de rendu sur le terrain, en termes de n'est-ce pas, bon, je suis un peu déçu. Je prends l'exemple tout bête. Il faut faire un peu de comparaison entre ce qu'on voit ailleurs. Un petit mot. Ailleurs, dans d'autres pays, dans les pays sérieux. Je vous assure que l'État va venir, enfin des agents publics vont venir dans ta propre maison remplacer les vitres cassées et détendre la facture. Faut te dire, monsieur, vous avez l'obligation de bien arranger votre maison. Vous voyez, si l'accès à votre maison est correct, l'État vient et il remet les pavés là jusqu'à votre maison et dit, monsieur, payez la facture. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond. Ce n'est pas seulement ce qu'on fait là, on dit on met la croix sur ça, et puis si vous balancez 50, il y a du sérieux. Je ne ressens pas ce sérieux dans le travail, madame. Et je crois que la solution... Donc vous ne ressentez pas les trous qu'on est en train de... Non, je dis que... Non, vraiment, je ne vois pas du sérieux. Vous rappelez avec des parce que là. quand je dis qu'il manque de sérieux... rassemblés pour boucher vraiment, je ne crois pas... Vous n'analysez pas un tel montant. Non, je dis, il faut être un peu sérieux. Nous sommes sérieux. J'ai dit... Elle était venue avec des Canadiens, je ne vois pas, avec une histoire de... Je ne vois pas, si vous avez... Je ne vois vraiment pas du sérieux dans ce qu'elle dit. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, dans une ville comme Yaoundé, vous avez des routes très sollicitées qui sont de 2 voies. Et sur ces 2 petites et il y a... Bon, je prends un exemple. Parce que là, c'était le il faut... Chapelle-au-Billy, monter avec les gradats. Je prends juste un exemple. Là, de ce côté-là, vous avez... En fait, 2 voies là. Il y a des voitures qui viennent encore se garer là. Donc, vous savez, c'est presque impossible. C'est quand même vrai que rond-point Lonka, Carrefour Batalonka, il y a les lits d'éléphants là-bas. La route passe, non? Oui. Il y a quoi? Non, c'est vrai quand même qu'on est en train de refaire ça parce que je suis passé là hier matin. Donc elle est sur le terrain. C'est par là qu'elle a commencé. Voilà, elle est de ce côté-là. Rond-point Lonka, machin Coleton Bata.
Mais c'est le même secteur. Oui, je suis Oui, passé là. tout à fait. Donc Oui, 4,6 il y a des milliards travaux là en ce seulement moment. pour eux. Non. Et ça pourrit le transport. Ok. Ça dit Voilà, la donc je dis, législation. il faut d'abord... J'étais en train de regarder les axes qui vont bouffer 4,6 milliards. Allez-y. Oui, pour dire que il y a vraiment un manque de sérieux dans le budget comme vous avez qui est décaissé. C'est Razel qui Et je dois rappeler que le Donc, il bitumage fallait d'une route, reconnaître qu'elle est sur le le terrain. quand même. bitumage d'une route, Voilà. c'est 25 000 francs le mètre carré. Hein? Tu es devenu Et- aussi génie, 20, mais attends, 25, expert en travaux. si c'est faux que quelqu'un me corrige, D'accord. hein? Si c'est fou, ce que je dis est faux, 25 000 francs le mètre carré. Et 1 kilomètre de route, c'est 205 millions au prix de la mercuriale. Donc, si vous essayez si vous allez peut-être à ça, avec 2 milliards, hein, vous êtes dans les 10 kilomètres de route, bitumé selon les standards internationaux. Mais quand on vous fait, l'autre jour, j'ai vu un travail de bitumage en train de se faire entre, au niveau de Carrefour Colbuchon, pour remonter vers l'Irak là et autres. Mais on fait le saupoudrage de gravier là, et on asperge le bitume sur ça, et puis on appelle ça bourgeonnage. Et puis allez voir la facture que les gens vont sortir. C'est pour ça que c'est ce manque de patriotisme et de sérieux qu'on voit sur le terrain. Donc, ça, il faut relever ça, manque de sérieux. Un deuxième élément que je relève, c'est quoi? La décentralisation, comme on a dit tout à l'heure. Un ministère comme celui le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, mais on a besoin de transférer ses compétences aux municipalités. Le travaux public va justement s'occuper de grands chantiers comme les routes les routes interurbaines. Les routes interurbaines, les routes d'un certain standing. Mais quand c'est madame la ministre qui est qui doit arranger les pistes, les raccordages des quartiers, c'est un problème. Il faut transférer ces ressources aux collectivités, aux mairies. Et souvent, j'ai pitié des maires. Quand on pose souvent ce problème, j'ai pitié, j'ai vraiment pitié. Ça veut dire que ils sont devenus maintenant eux-mêmes comme les poubelles de la population. Quand ça ne va pas, on crie sur les maires. Mais alors qu'ils n'ont rien, on ne donne pas l'argent qu'il faut. Et lorsqu'on est sérieux, comme je dis tout à l'heure, lorsqu'on parle d'un projet, on parle en termes de financement. Le premier problème qu'on pose, le premier facteur limitant de toutes ces choses-là, c'est d'abord le financement. Quelles sont les ressources financières qu'on a mis à la disposition de ces collectivités territoriales pour faire le travail? Rien du tout. Et puis, j'ai entendu un ministre de la République dire qu'il ne fait pas confiance aux collectivités territoriales, confiance sur les capacités à bien gérer les ressources dans ces choses. Mais attends, on va où? On va où? Est-ce que c'est donc ça, la bonne gestion, c'est donc ce qu'on voit sur la bouche? Je suis désolé. Donc, je résume en disant que... Non, on a compris. Je résume en disant... Il faut On a décentraliser. Je suis ici. Il Voilà, il faut, faut décentraliser et il faudrait que mettre du madame... sérieux. Voilà, mettre du sérieux. Monsieur le maire, pour une fois, on dit qu'il faudrait que ce soit vous qui soyez en train de boucher les nids d'éléphants. Non, il faut les donner l'argent. Non, le ministre, on doit vous transférer les fonds et les capacités pour pouvoir faire ce boulot. Quand on a annoncé l'assainissement, ça fait quelque temps que c'est en cours en ville, mais on a l'impression quand même qu'il y a Et c'est de l'électoralisme. C'est de l'électoralisme. d'être bouchés en termes de trous qui ne sont pas dans cette liste-là. Et je trouve que les zones qui sont touchées aujourd'hui n'avaient pas grand problème quand même, hein, parce que c'est des routes que j'emprunte beaucoup quand je sors de la ville. C'était pas des lits d'éléphants au point où on a besoin d'en faire une priorité. Il a parlé de la route de Colbuchon tout à l'heure, Oyoma, c'est la catastrophe là-bas. Ça mériterait être pris en urgence. En urgence avant l'ONCAC et autres. Niébel et Zeka. Les diplomates passent à l'ONCAC. Ah, ils ne passent pas en Colbuchon. En réalité, Rosalie, parce qu'il faut quand même dire que Madame le ministre a commencé quelque part. Ouais. Ils sont en LONCAC comme tout le monde l'a relevé. Je voudrais également rappeler que Madame le ministre a créé une centrale. Et ce que nous avons trouvé pas logique du tout, parce qu'en fait, monsieur vous l'a dit, le ministre c'est le macro, c'est-à-dire la conception, et il faudrait que les budgets soient quand même dispatchés afin que les maires qui ne sont pas des faire valoir, qui rendent compte au niveau du peuple, parce qu'en fait, quand la route est gâtée dans mon village, mon frère ne connaît pas monsieur Nganou Djoumessi, il ne le connaît pas, il m'interpelle, et je vous dis,
dans nos missions, nous fabriquons des choses à la main. Nous allons réhabiliter certains ponts, notamment à la main, sans budget, parce que la population exerce une pression sur nous. Il est un problème à Yaoundé, c'est qu'on a trop d'acteurs pour s'occuper de Yaoundé. Malheureusement, personne ne s'occupe de Yaoundé. Quand on constate sur le terrain, parce qu'il y a la mairie de la ville, il y a les mairies d'arrondissement, il y a la région, le président de la région, et je vous dis, chacun à son niveau, en dehors des mairies, chacun à son niveau a ses budgets. Finalement, vous ne voyez pas comment chacun déploie son budget. C'est quand même regrettable que quand on parle de la ville avec un maire de la ville, que ce soit le ministre qui soit en avant, c'est le maire de la ville. En fait, quand il y a des cérémonies, c'est le maire de la ville qui remet la clé de la ville aux visiteurs et autres. Donc, le visage de la ville, c'est le maire de la ville d'abord. Ce n'est pas le Mindu. Le Mindu peut s'occuper d'un certain nombre de choses, mais pas vraiment du visage de la ville. Ouais. Et quant à la réhabilitation, moi je circule également comme vous dans la ville de Yaoundé. Il y a des rues qui sont cinquantenaires. C'est-à-dire que on ne peut plus continuer à réhabiliter. C'est des rues à refaire. Quand vous voyez, par exemple, vous passez par le lycée Leclerc, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà trop de plâtrage qu'on a fait ici et là. Ça fait que vous êtes sur le goudron, vous vous sentez comme dans une zone rurale, parce que vous sautez sur les... Vous avez l'impression que c'est une route qui est réhabilitée, mais il y a trop de... On a tellement réhabilité que ce n'est plus... Il y a des routes à reprendre à Yaoundé. Ne serait-ce qu'il faut peut-être tracer les routes centrales qui vont de tel coin à tel coin. Maintenant, dans les quartiers, on peut faire le bricole, mais le visage de la ville, c'est les entrées et le centre-ville. Vous voyez que même à la poste là, si vous faites le tour à la poste centrale, vous allez vous rendre compte que vous pouvez compter le nombre de nids qu'on a eu à fermer déjà une fois, deux fois, trois fois, et la route ne supporte plus, parce que c'est des routes cinquantenaires. Il faut donc maintenant qu'à un moment donné, que tous ces acteurs s'asseyent sur comment faire sur Yaoundé. Quant à la collecte des ordures, j'ai vu, il y a déjà eu beaucoup d'initiatives. Chaque mairie, on a même divisé par zone et tout ça. Je dis, quand on alloue les transferts de compétences, que le Mindu envoie une ardoise à chaque commune d'arrondissement, que ça c'est pour la collecte des eaux. Et maintenant qu'elles viennent faire le suivi. Si on dit que Yaoundé 4e est sale, ça veut dire que le maire, au lieu d'utiliser ses fonds pour rendre la ville propre et belle, il l'a mis ailleurs. Et là, le ministre peut venir à la télé, comme nous sommes là, dire j'ai donné 2 milliards pour que Yaoundé 4e soit propre, et le maire a détourné. C'est ça qu'on attend pour la décentralisation. Ce n'est pas qu'un ministre, quelqu'un a dit qu'elle est trop éparpillée. Bon, je ne sais pas si elle est éparpillée, mais ce qui est vrai, c'est qu'on la voit sur tous les chantiers, sur tous les fronts. Elle est au nord, elle est dans les logements sociaux, elle est dans les routes, elle est dans ceci. Ça ne l'aide pas beaucoup à rendre visible son grande efficience. Et pourtant, oui, monsieur Assigana, pourtant, comme je le disais tantôt, on sent quand même une détermination, une volonté. Est-ce que c'est qu'elle s'attaque à plusieurs chantiers au même moment, au point où ça s'étouffe un tout petit peu? Est-ce que c'est qu'elle ne décentralise pas suffisamment? Mais toujours est-il, comme il a dit, qu'on a beaucoup de groupes qui devraient s'occuper de Yaoundé. Je prends le cas de Yaoundé, mais qui finalement ne font rien. Oui, parce que non seulement Yaoundé est sale, mais... À ce que je sache, le ministère de la décentralisation est là justement pour essayer de équilibrer tout ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toute grande ville comme Douala, Yaoundé, Bafoussam doit avoir un plan d'urbanisation. Quels sont les plans d'urbanisation de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Maroua, Garoua? Moi, je n'en sais rien. Vous savez peut-être, mais moi, je ne sais pas. Je sais seulement que c'est les bricoles qu'on est en train de faire. Vous comprenez? Et en revenant maintenant même sur les collectivités locales,
Moi, je me pose toujours la question quand monsieur le maire, il va à la campagne, il dit votez pour moi, comme conseiller ou peut-être comme maire. C'est pour faire quoi? Ou bien pour s'asseoir et attendre l'argent que l'État envoie. Moi, il a dit que je ne suis pas conseiller municipal. Moi, je travaille beaucoup avec les municipalités. Je suis un technicien de formation. J'ai proposé des projets à des mairies parce qu'ils ont le droit de le faire, où ils peuvent créer de l'argent. Je leur ai proposé, en ce qui concerne l'hydroélectricité. Vous avez des chutes. Moi, non seulement je vais faire les études, mais je vais vous trouver le financement. Tant que c'est l'État, l'État décentralisé. Mais ces gens-là, ils sont là. Après, ils vont à l'agence d'électrification, ils vont voir le ministre. Ils disent, oh non, d'abord c'est un gars opposant. Et après, il va dire que c'est lui qui a fait tout ça là. Il préfère que le projet échoue. Vous comprenez? Et eux, ils sont là, assis, ces maires-là, votez pour moi. À la fin même, d'ailleurs, moi, j'ai jamais vu un maire qui va à la campagne qui dit votez pour moi, pour tel ou tel. Il dit que votez pour Paul Biya. Parce que c'est Paul Biya qui viendra être maire dans son village ou dans son arrondissement. Donc, j'ai dit ce qu'il faut. Ces maires-là doivent aussi comprendre que vous ne devez pas dépendre seulement des allocations c'est le niveau des textes. Ça, je comprends un peu mécaniquement ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, dans notre décentralisation, vous allez d'abord vous rendre compte qu'il y a l'unicité des caisses dans la gestion des finances publiques qui ne permet pas aux collectivités territoriales décentralisées d'avoir des régies autonomes. Or, on doit pouvoir aller vers là. Et maintenant, au niveau des compétences, les compétences sont progressivement en train d'être déclinées. Mais celles que vous venez d'indiquer là ne se trouvent pas encore dans les compétences qui ont été transférées. Je vous dis que moi, j'ai travaillé avec... Non, écoutez. Oui. Avec les mairies, avec les grandes mairies même. J'ai travaillé avec eux. On a déposé les dossiers au ministère. Il y en a comme c'est pour la petite et moyenne entreprise, comment ils appellent ça, l'agence d'électrification rurale. Oui. La loi leur permet d'ouvrir même une société. La loi vous permet de le faire. Le voici, voilà un maire. Comment Oui, voilà, ils peuvent le faire et créer de l'argent. Ils ont le droit de monter même des sociétés, c'est-à-dire des partenariats publics-privés. Ils ont le droit de le faire. Mais pourquoi ils ne le font pas? Ils sont là, ils attendent que... Mais dis non, le ministre de l'Urbanisme... Moi, j'attends encore de lire... non, ce qu'il dit, c'est une vérité. Non, je dis... Allez-y jusqu'au bout, monsieur Assigana. Donc, moi, je dis que... Il est assis, il aurait compris. Il y a toutes ces possibilités-là. Vous voyez, donc, quand vous arrivez et que vous avez un projet comme ça, dès que vous voyez le maire, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'appeler un peu plus haut, là. Est-ce que, bon, parce que je n'ai pas envie de le payer... Peut-être que je peux avoir ça tranquillement. Ils vont là, ils disent non, les gars là-bas, ils disent non, cet argent-là, nous on peut sortir ça. On peut utiliser soit le FEICOM ou ceci, cela, on sort l'argent et puis on s'arrange. Et après le maire, il ne me reçoit plus. Je dis, mais j'ai conçu un projet. Je vais travailler le projet. Je vais vous aider à la recherche du financement. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous prends un exemple. Il y a Proparco qui est sorti l'autre jour, qui finance ce genre de projet. Et la mairie n'a pas le droit de vendre le courant, mais elle a le droit de vendre ce courant-là à Eneo. Ouais. Même un simple civil comme vous pouvez, quand vous avez un MOU avec l'État du Cameroun, vous pouvez créer de l'électricité, mais vous revendez à Eneo. C'est faisable. Et il y a beaucoup de choses que les mairies peuvent faire pour fabriquer de l'argent. Aujourd'hui, moi, je suis de la Léquier. On est en train de faire un gros plan pour la Léquier, où les mairies qu'on pourrait avoir, si c'est possible, on a des projets mairie arrondissement par arrondissement, commune par commune. Je vous souhaite bonne chance. Hein. Vraiment, c'est comme si on est parce qu'il a relevé quelque chose de très important. On pense qu'il abuse. C'est pas vrai. Non, je suis en train. Il a raison. Je vais jeter tout simplement. Et il y a les possibilités de transformer les choses. On n'a pas besoin de... C'est la volonté. Parce que moi, je prends un exemple. Pour sortir, un exemple très concret. Moi, je vais à la communauté urbaine. À l'époque, c'était l'ancien, c'était encore la communauté urbaine, c'était pas la mairie. La mairie de la ville. Je vais voir, je lui dis que, monsieur le maire, c'était plus la communauté, je suis allé à la région, le président de la région, je pars le voir, il peut suivre là. Je lui dis que, est-ce que vous savez qu'il y a un projet du côté des ECA,
les chutes de Ndiok. Le travail a même déjà été pratiquement fait. Mais vous, la région, vous pouvez, parce que c'est dans la région du centre, vous pouvez récupérer ce projet-là. Ça demande 82 milliards. Vous comprenez? Bon, le ministère de l'eau et l'énergie, bon, ok, on va trouver, on cherche, on va trouver. Il n'y a rien de concret qui est fait. Je lui dis que moi, je peux me mettre sur ce projet-là. On travaille d'abord, l'État peut nous assister. Ça coûte à peu près peut-être 1 milliard pour faire le projet, pour qu'il soit bancable, mature. Et on est en mesure de lever les fonds en 6 mois. Et on lance le projet. Et maintenant, quand vous produisez, je crois que je ne me rappelle plus combien de mégawatts ça allait sortir, ça me genre 80 ou 100, je ne sais plus combien de mégawatts. Je dis, et vous vendez ça, comment il s'appelle, la Eneo rachète ça à 65 francs. Alors quand vous produisez, disons, 100 mégawatts, il achète 65 francs le kilowattheure. Vous produisez 100 mégawatts, vous voyez les milliards qui sont en train d'entrer à la région. Il dit que non, vraiment, c'est un de ces directeurs qui lui a dit non, Excellence. Dans les textes, nous sommes en mesure de rentrer en partenariat seul, c'est-à-dire créer notre société ou en partenariat public-privé. D'accord. Donc vous avez l'impression en fait que les gens ne maîtrisent pas très bien la capacité. Les gens ne maîtrisent pas. Il dit oh non, d'accord. Mais je vous dis, allez lire les textes. Bonsoir les textes du Cameroun sont très bons. Je ne parle pas des textes du Cameroun, je parle des textes de l'État du Cameroun. Mais c'est ce qu'on dit. Je parle à mon Je parle en mondovision. Qu'il soit en décentralisation, mais je parle en mondovision. Ils sont d'accord avec vous, mais il dit juste que vu l'environnement, ça va être compliqué. Quand le maire lui-même ne veut rien faire, il dit oh je ne peux pas, c'est l'impression de contourner. Bonsoir Madame Courtez était encore maire à l'Ouest, elle travaillait très bien, d'où sa promotion de ministre. Au début, elle a commencé à faire bouger les lignes, sauf qu'après, elle a tout abandonné, soit on l'a frappé le marteau sur les doigts, peut-être pour ne pas trop briller, soit pour ne pas faire ombrage aux autres collègues, soit au patriarche. C'est Emmanuel Eba, depuis fou, qui essaie de comprendre pourquoi démarrer en trompe. La ministre semble ralentir un tout petit peu sa vitesse de croisière. Bonsoir à vous sur le plateau. Vraiment, le monsieur du R est là. Encore? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a même parlé? Bon, il a perdu le cadran de sa voiture quelque part sur une route. Bon, rebonsoir Rosie, parlant de l'assainissement des routes, que la femme là nous laisse tranquille. Elle avait à son temps de mairie travaillé beaucoup, c'était juste pour chercher son tremplin pour être ministre. Venez voir ce qui se passe à Douala aujourd'hui. Même les pavés qu'ils ont posés il y a 3 mois se dégradent déjà. Les poubelles alors, on divise les routes en 2. Comment comprendre qu'on pose les pavés sans curer les caniveaux et dès qu'il y a une petite pluie, la route est inondée? Pardon Rosie, on en a marre de ces cache-cache du R et de leur champion, merci. C'est Rigaud. Voilà, quand nous avons des fonctionnaires dont la finalité est la satisfaction biologique, je doute fort que la vision olympique de ce que manifeste Madame le ministron n'est que illusion, démagogie et effet d'annonce. Banganté était encore mieux pour elle que de nous empoisonner politiquement. C'est Massoc Thomas. C'est ça. Bonsoir ma fille Rosalie, bonsoir le panel du grand soir. Madame le ministre ramasse les poubelles avec quoi? Ses mains. Alors si elle donne de l'argent aux ramasseurs de ces poubelles, pourquoi ne pas donner donc cet argent aux communes pour le faire et sanctionner juste si cela n'est pas fait? Pourquoi ne pas donner cet argent à Isakam qui le fait déjà pour ne pas bien le faire? Alors comprenons que cette dame est un gros business et un business à 2 sens. 1. Faire des surfacturations pour empocher. 2. Faire son matu vu. C'est pas son boulot. En plus, vous avez vu quelle poubelle est ramassée sur le papier. Vos poubelles de Kwab sont toujours en poste. L'apôtre Pierre Ramsès, le spirologue, qui écrit bonsoir madame, je ne comprends rien dans les déclarations de monsieur du RDPC. Comment peut-il dire que l'État n'a pas d'argent? Vous confondez. C'est le monsieur de l'UNDP. Bonsoir la Rosa Star. Presque tous ces ministres ne travaillent pas pour le pays, encore moins pour le président de la République. Ils travaillent pour leur seule personne. Au lieu de faire le travail qu'ils sont appelés à faire, ils restent des griots à chanter au nom du président de la République, son excellence, son excellence, son excellence, Jean-Paul, depuis Yaoundé. Bonsoir Rosalie, que votre invité en cravate rouge qui critique tout nous cite dans quel pays l'État fait ce qu'il dit là. La critique c'est facile, mais là difficile. Les responsables en charge travaillent en fonction des moyens disponibles. Les travaux seront effectués. Laurent Bassi.
Bonsoir à tout le panel. Rosalie, faites un aller-retour sur l'axe mobile Omnisport au Talungusso. Je suis sûr que le lendemain, vous êtes au garage pour un problème de suspension. Faites le test. Rodrigue de Soa. Bonsoir Madame Guessele, à votre riche panel. Concernant les thématiques de ce soir, sachez que le Cameroun est de nouveau sous ajustement structurel depuis 2017. En outre, depuis 1987, se fait face à une crise économique. Et son nom est Mébé. Bonsoir. Ma bien-aimée Rosalie, le RDPC est le plus grand laboratoire mondial de la... Monsieur Etondi, je vois que vous avez un problème avec le RDPC ce soir. Bonsoir, nous avons pu trouver des financements pour 2 milliards à la mairie de Lembeye Zouma. Voilà, c'est Rada qui nous écrit. Bonsoir à vous sur le plateau, le monsieur du RL, arrête de nous endormir. La montée Manguier est coupée. Qu'il verse au moins le gravier de ce côté-là. Voilà. C'est pour dire que, quand je disais tout à l'heure que peut-être le choix aussi des axes à souder n'est pas... Bonsoir Rosalie. Savez-vous que la route de l'ancienne belle famille du président est coupée en deux? Et Boutendom, c'est grave. Steve Manga, journaliste depuis Damas à Yaoundé. Je sais comment mon frère qui m'a dit. Ouais, le Cameroun, dis-nous ce que Paul Biya te doit en cause. On te donne ta part. Ouais, et il part. RDPC, ya. Bonsoir à vous, mon avis sur la réflexion est simple. On sait si que la solution à toute cette art dans le changement à la tête de l'État. Il est politique. Point. On va s'arrêter là. Beaucoup de réactions. Vous faites notre bonheur tous les soirs. Et nous, on se fait un bonheur de vous accompagner entre 17h et 18h52. Je pense que la lumière a jailli encore sur certains sujets ce soir. Merci Léonie Donfou. Merci monsieur le maire Patrick Ngoulou. Merci à Fabien Assigana et bien sûr à Richard Tobolbaï. On sera ensemble demain mercredi pour la la troisième sortie de la semaine. Ismaël était encore derrière les caméras, toujours en poste. Fernand Guy a mixé cette émission ce soir. Belvas l'a réalisé. Jean-Martin Kefak a assuré la supervision technique. Et bien entendu, la coordination générale reste signée désormais de la directrice générale par intérim Amine Ilouga. Je vous laisse en compagnie, bien entendu, de Lénis Sendiala pour le journal en langue de Shakespeare. Karine Komor sera là dès 20h pour la version en langue de Molière. Hermine Ilouga qui vous revient bien sûr à 21h dans le cadre de Game of Thrones. Voilà, le débat en langue de Shakespeare sur Info Télévision. Quant à moi, je vous souhaite de passer de très beaux moments sur nos antennes. À demain, surtout, sortez couverts.